Bonus. Trax. Il était un rôle archi-secondaire de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. Un chasseur de primes, un gag, un mème, un objet de collection ou un personnage adoré des fans les plus hardcore, Boba Fett est, depuis décembre 2021, une série télévisée en live-action disponible sur Disney+. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui à bord de l'Outrider, on décortique la nouvelle incarnation du plus célèbre des Mandaloriens. Désolé, Din Djarin. JB met la gomme, c'est parti. Aujourd'hui à bord, j'ai une fine équipe de contrebandiers, puisqu'il y a tout d'abord les habitués de ce podcast, j'ai nommé Phobos. Hello. Et mon cher JB. Salut. Mais il y a également deux invités de marque. Le premier, il aurait dû être invité il y a très longtemps, puisque c'est avec lui que nous avons fondé, aux côtés de Jean-Baptiste justement, le label Bonus Trax, donc notre label de podcast. C'est avec lui que nous avons enregistré des dizaines de podcasts sur tout un tas de sujets. Au moins 6 ou 7. Mais jamais sur Star Wars. En tout cas, il n'est jamais venu à bord de l'Outrider. C'est bien sûr Monsieur César. Merci de ton accueil, Thibaut. Merci Phobos. Merci JB. Et merci Robin, notre dernier invité. Robin, qui est journaliste et rédacteur sur le site Chronique Disney. Effectivement. Et qui a à tout jamais l'honneur d'avoir été la première personne à m'interviewer en tant qu'auteur pour mon livre Star Wars sorti chez Ford Éditions. Vous pourrez trouver un lien en description, c'est pas vrai. La boucle est bouclée. Mais bon, si vous avez envie de lire un bouquin sur Star Wars, pourquoi pas celui-là et pas un autre? Tout à fait. Ça peut être sympa, hein. Tu confirmes. Il Bien confirme. sûr. Il n'a pas eu le temps de répondre, mais il confirme. Mais tradition oblige, avant qu'on parle de Boba Fett, ou devrais-je dire The Book of Boba Fett, nous allons parler de votre rencontre avec Star Wars. Et je propose à César de me raconter comment tu as découvert Star Wars. Et c'est là que je me dis que j'aurais dû réviser cette question en Eh tant bien, on que va demander à Robin. Non, mais cela dit, enfin, je peux répondre. Je vais réfléchir en même temps que je parle parce que c'est assez difficile de trouver un point zéro à cette timeline dans la mesure où ça a toujours été autour de moi en fait. Donc moi, je suis de 83. J'ai toujours découvert Star Wars via la télé et je crois que le tout premier souvenir qui est certainement reconstruit, c'est la scène où Vador annonce à Luke qu'il est son père. Et peut-être même la scène qui précède, donc toute la fuite de Leia et Chewie dans la cité de Bespin. Je me souviens plus particulièrement d'être sous la table du salon de chez mes parents. Ça te donne pas beaucoup d'indications, mais c'est pour te dire que j'étais un gamin, j'étais tout le temps par terre et je regardais la télé parce que c'était le 8e membre de la famille. Hein, et oui, j'ai 4 sœurs et bref. Et je me souviens que je consommais Star Wars tous les hivers lors de la rediffusion sur le service public, voire M6 à chaque mois de décembre. Et donc je me souviens toujours de Star Wars. Et par contre, je peux te dire que la vraie passion s'est enflammée à l'adolescence quand j'ai découvert les ouvrages de l'univers étendu. C'était à la bonne vieille époque où le Fleuve Noir publiait une trilogie par mois et moi je m'étais remis vaguement à lire après une bonne dizaine d'années de désintérêt total pour la lecture et ça m'a permis d'embrayer et de découvrir pas mal d'autres choses et du coup Star Wars je peux pas te dire la découverte, mais par contre Boba Fett je te parlerai de comment je le perçois, mais tout à l'heure. Tout à l'heure, très bien. Eh bien, écoute, merci pour cette précision. Je vais passer la parole à Robin qui va nous raconter son histoire à lui. Est-il de 83 ? A-t-il autant de frères et sœurs ? La question se pose. Alors, pas de 83, mais de 93. Ah, 10 ans un peu après. Ça y est, ça fait mal. Pas autant de frères et sœurs, un seul frère, que je salue, bien sûr. Et donc, alors moi, mon Star Wars, du coup, c'était peut-être la prélogie quand même. En fin des années 90, j'ai souvenir... à la sortie de La Menace Fantôme, d'être allé le voir au cinéma avec mon père, et sans connaître Star Wars avant, et d'être un petit peu impressionné par ce que j'avais vu, effrayé par Dark Maul, passionné devant Qui-Gon Jinn et Obi-Wan, ses sabres laser, toute cette musique, cette ambiance que j'avais peut-être jamais vue avant ailleurs. Et après ça, c'était la redécouverte, forcément, enfin la découverte pour moi de la trilogie, et l'attente pour la suite, le deuxième volet, qui, dans mon souvenir, pour moi, était dans la continuité. Donc, j'avais beaucoup apprécié quand j'ai découvert. Je devais avoir 12, 13 ans, non, 11 ans. Donc, c'était quand même encore un grand spectacle pour moi. Et par contre, La Revanche des Sith, là, j'étais totalement tombé dans la passion Star Wars et avec une attente assez démesurée
à essayer de lire toutes les petites infos que je pouvais trouver dans les magazines de l'époque pour savoir de quoi ça allait parler. On nous vantait le plus grand Duel de sabre duel, ouais, laser. exactement, merci. Le plus grand duel m'en de souviens, sabre je entre m'en Anakin et souviens. Obi-Wan. 13 minutes, oh là là, qu'est-ce que ça va être? Donc voilà, c'était vraiment la prélogie qui a été mon Star Wars au début. Et après, la découverte du reste de Clone Wars, la série, des comics, évidemment. Et puis au rachat par Disney, de suivre cette fois-ci en direct et en étant un peu plus concerné par la chose, ce qui allait se passer dans cette galaxie. Et justement, parlons un petit peu de Disney qui, dès que la franchise a été rachetée, ou à peu près en tout cas au moment où elle a été relancée à fond, a gravité autour d'un projet Boba Fett qui devait être un des 2 premiers spin-offs, souvenez-vous, à avoir été annoncé aux côtés de Rogue One. À l'époque, c'était Josh Trank, le réalisateur de Chronicle et de Fantastic Four, n'est-ce pas, qui Les gens devait s'en souviennent beaucoup du deuxième. effectivement réaliser ce film. Finalement, ça ne s'est pas fait assez rapidement. On a appris que Josh Trank ne viendrait pas et donc le projet ne se ferait pas. Il y a eu un certain nombre d'incarnations derrière qui ont été proposées, notamment quelques années plus tard, on a entendu parler que James Mangold pourrait faire une sorte de western autour de Boba Fett. Mais ça a Au été final- confirmé ça ou c'était juste Lui ne l'a jamais confirmé, il l'a même démenti, et puis plus tard il a fini par réaliser le 5e Indiana Jones qui sortira bientôt sur nos écrans. Donc il y a eu quand même peut-être rencontre à un moment, peut-être sur ce projet-là, puis finalement ça a débouché sur un autre. On ne sait pas. Force est de constater que, en tout cas en mai 2020, des rumeurs très insistantes nous disent que Boba Fett pourrait faire son retour dans la saison 2 de The Mandalorian, avec toujours les traits de Temuera Morrison. Et donc, on se dit peut-être, est-ce que c'est le moment? Est-ce que Boba Fett va enfin revenir dans le canon Star Wars, en tout cas selon Disney? Chose qui est confirmée en décembre 2020, avec d'abord son apparition, je crois c'était dans l'épisode 5 de la saison 2, puis à la fin de la série, dans le dernier épisode qui nous annonce très clairement la série The Book of Boba Fett. Et entre-temps, on avait eu le fameux Investor Day Special qui annonçait d'autres spin-offs, mais pas celui-là. Comme quoi, en fait, The Mandalorian devenait une sorte de Star Wars dans Star Wars, avec ses propres spin-offs et ses propres séries qui, d'après Kathleen Kennedy, doivent un jour culminer dans un seul grand arc, un événement hors du commun, sans doute. Dans tous les cas, il sera hors du commun, puisque après ce bref rappel de type production, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Mais si je me rappelle bien, je me permets, il était là à la fin du tout premier épisode de la saison 2. C'était juste avant le générique. Vous on voyez voyait de loin. effectivement de loin. On pouvait se poser la question de Même savoir de si la c'était. saison 1, non? Non, il était même dans la saison 1. On savait pas que c'était lui, mais il y C'était- avait on savait une, pas que une c'était silhouette. lui. Une silhouette et silhouette. surtout un sound design qui était le sound design Effectivement. des éperons que Boba Fett ne porte pas, mais qui Oui. ont été ajoutés par Ben Burt à l'époque dans la trilogie originale, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, les gens avaient théorisé là-dessus. Et moi, je me souviens, j'étais en mode c'est ridicule parce que, pourquoi ce serait lui à ce moment-là? Et je pense qu'en fait, je me demande même si c'était pas un gimmick en mode une référence au sound design, pas forcément au personnage, mais à ce sound design précis dans la saison 1 en mode random qui s'est transformé en un. Ouais, on en a eu, donc une c'était, vraie on était opportunité. en droit de se poser la question. Mais je me souviens aussi qu'on pouvait se poser la question de savoir si c'était pas Cody ou un autre clone qui avait Complètement. survécu à l'ordre 66. Il y a les rumeurs comme quoi Une rumeur Ahsoka qui persiste. apparaîtrait Oui. et précédait les rumeurs de Temuera Morrison. Donc il y avait déjà un vivier de rumeurs à l'époque, quoi. Tout à fait. Et donc des rumeurs qui se sont avérées finalement assez vraies. En fait, la plupart de ce qui se passait dans The Mandalorian saison 2 s'est avéré être vrai jusqu'à l'apparition de Luke Skywalker. Vous vous en souvenez. Mais même si on va reparler de lui un peu plus tard, allons-y pour parler de notre ami Boba Fett, une série créée par Jon Favreau, tout comme The Mandalorian, écrite par Jon Favreau. Et c'est important de le souligner. Effectivement, il écrivait déjà The Mandalorian, mais cette fois, il est assisté de Noah Clore, qui était staff writer donc dans la writing room de nos amis de The Mandalorian. Avant ça, bien sûr, Dave Filoni, spécifiquement pour son épisode, pas les autres, et de tout un tas de réalisateurs dont on va parler, je pense, en parlant de leur épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? Dropper au moins. Oui, voilà, on va quand même parler de Robert Rodriguez, forcément, puisque c'est l'un des producteurs associés à ce projet. Il y a également Steph Green qui a réalisé l'épisode 2, Kevin Techaroen qui a réalisé l'épisode 4. 4. Merci. Brice Dallas Howard qui a réalisé l'épisode 5 et Dave Filoni qui a réalisé l'épisode 6. Et donc Rodriguez, si vous avez bien suivi,
a réalisé les épisodes 1, 3 et 7. Donc il a un petit peu encadré cette série. Et du coup, je voulais vous demander, sous la direction de Robert Rodriguez, Jon Favreau et les autres, qu'avez-vous pensé dans les grandes lignes de ce Book of Boba Fett? Et vous pouvez spoiler allègrement, puisque, comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a prescription. Robin. C'est très compliqué cette série, parce que déjà, est-ce que c'est vraiment une série? Je ne suis pas vraiment sûr. J'ai l'impression d'avoir vu des épisodes qui étaient censés créer quelque chose et au final, sans aucun fil conducteur qui était satisfaisant. Mais n'était déjà pas une remarque qu'on faisait à l'époque de The Mandalorian? Justement, on pourra y revenir à ça. Mais on va y revenir. Boba Fett, c'est finalement tous les défauts de Mandalorian, sans les qualités qu'il y avait quand même dans Mandalorian. Aïe, ça fait mal. Mais bon, on y reviendra. Mais donc non, la série, malheureusement, je ne peux pas dire qu'elle m'a plu. Certains moments m'ont plu. C'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu paradoxal, mais qui ne font pas partie, et là aussi on y reviendra, de la série ou de l'arc narratif de Boba Fett. Donc en tant que tel, non, je trouve que c'est une série qui est quand même très mal construite, qui a d'énormes soucis de rythme, de réalisation et de tout un tas de choses dont on parlera. Et finalement, qui n'apporte rien au personnage, voire même qu'il déconstruit un petit peu sans en faire quelque chose d'intéressant. Donc c'est compliqué. Le constat est compliqué. Tu partages le constat, César? Ouais, complètement. Je pense qu'on va tous relever les quelques points positifs de la série en les qualifiant de un peu de bâtard, dans le sens où ils ne se réfèrent pas à Boba Fett, en fait. Donc on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Et j'imagine que, comme beaucoup de gens, moi, ce que j'ai aimé, c'est le lore du Mandalorian qui se fait une place dans celui de Boba Fett. Moi, je trouve ça, d'un point de vue business, intéressant de voir ce crossover un peu étrange, c'est-à-dire de voir une série vraiment prendre la vedette d'une série spin-off, en fait. Et je me dis que la formule Disney, donc, qu'on a l'habitude de voir maintenant chez Marvel, prend pour la première fois un sens tout autre chez Star Wars. Et je me dis que c'est tantôt bien quand on voit Ahsoka et Luke, et donc apporter une espèce de bouche-trou au lore qu'on peut se faire et aux théories qu'on peut se faire en tant que fan, pour peu qu'on ait consommé et les films et les séries et les séries d'animation. Mais sorti de ça, c'est intéressant, ça fait poser des questions, mais si on extrait cet épisode et demi, on est obligé de faire un constat assez sévère de ce qu'on a vu. Donc, est-ce que cette manière justement d'incuber un projet pour finalement revenir sur ses pattes et de renvoyer revenir sur le projet initial pour continuer à parler de lui, vendre celui-là, j'ai l'impression que c'est un cheval de Troie inversé. En fait, on te dit, bon, on a ramené Boba Fett, on va faire une série pour lui. Et en fait, non, enfin si, mais c'est pas bien. Et du coup, vous serez content de voir quand même The Mandalorian. Donc ça m'interpelle encore aujourd'hui, 3 mois après la diffusion de la série. Et je pense qu'on n'a pas fini de se poser des questions. Et je suis venu pour voir si on peut pas essayer de qualifier tout ça, quoi. Eh bien, écoute, on va essayer, en tout cas, en donnant la parole à Phobos. J'ai dit la parole, d'ailleurs. C'est terrible ce soir, je suis désolé. Elle s'ouvre en corolle. Voilà, ça fatigue. Oui, tout à fait. Non, je partage vos avis, messieurs. J'ai trouvé que la série était pas très bonne. Et en fait, c'est un peu gênant parce que on sait pas trop comment juger cet objet. Est-ce qu'on doit le comparer aux autres séries qui existent sur le marché en général? Est-ce qu'on doit le comparer à c'est un objet médiatique Star Wars, donc on le compare aux autres trucs Star Wars parce que quelque part on est quand même content de voir une série Star Wars, mais vraiment là le niveau était vraiment trop bas pour que ça soit satisfaisant, quoi. Autant The Mandalorian, je trouvais que c'était parfois quand même assez faible, mais il y avait quand même un plaisir de regarder l'épisode chaque semaine. Là, vraiment, il y a des moments, tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde? Je suis atterrée du niveau de la série quand on voit aujourd'hui le nombre de séries qui sortent, qui sont très bien, ou même juste bien. Ça n'a pas l'air très difficile, genre des scénaristes qui savent ce qu'ils font, des gens qui savent ce qu'ils font sur ce genre d'objets médiatiques. Le premier scud sur Jon Favreau a été envoyé, j'espère que vous l'avez repéré. C'est pas difficile de les recruter, surtout quand tu t'appelles Lucasfilm. Et là, ouais, je pense qu'il y a un vrai gros problème d'écriture, un vrai gros problème de construction. Je me permets de t'interrompre, mais je me demande s'il n'y a pas, depuis toutes ces affaires, en fait, quand même,
que ce soit Ryan Johnson, nos amis de Game of Thrones, ou encore Colin Trevorrow, etc. Les Miller. Une difficulté, lors des Miller, effectivement, pour Lucasfilm à recruter des gens extérieurs sur la durée, en fait. Et pour une série, il faut peut-être un showrunner qui va être impliqué sur plusieurs saisons, savoir ce qu'il veut du personnage. Et je pense que c'est plus facile pour eux de mettre en chantier un truc un peu à l'arrache avec les deux mecs qui ont vaguement fait un truc plus ou moins réussi, plutôt que d'aller recruter quelqu'un qui a vraiment envie de faire un western, une histoire de rédemption autour de Boba Fett. Sauf quand t'as Robert Rodriguez qui arrive, qui venait prendre un verre avec Jon Favreau, qui dit « Ah non, mais moi je t'en refais 3-4 des épisodes, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que j'ai plein de trucs à raconter. » Bon, il s'avère que non. Enfin, il avait des choses à raconter, mais c'est nul. Et surtout, ça aurait tenu en un épisode, quoi. Ça aurait tenu en un flipbook, en fait. Ça aurait été le flipbook de Boba Fett. Il aurait fallu faire peut-être une émission spéciale, carrément, un téléfilm. Un téléfilm unique, très bien, mais bon, parce après... J'ai l'impression qu'à partir du moment où on dit aux gens oui, tu peux commencer à partir de l'épisode 5 de la série et c'est bon, c'est qu'il y a un souci quand même. C'est déjà un sacré aveu d'échec en fait. Alors, je sais pas vous, mais moi j'avais l'impression qu'il y a peut-être 10 ans, si on m'avait dit Robert Rodriguez, Boba Fett... Grave. Film. Alors attends, il y a 10 ans, quand est-ce qu'il a fait Shark Boy et Lava Girl? Alors, oui, je sais pas. On va dire 15 ans. Je sais pas, j'avais l'impression quand même que Robert Rodriguez, il y avait une certaine il y a 20 ans du coup. D'auteur et de talent quand même derrière, associé à un personnage un petit peu badass, un petit peu mystérieux, qui pouvait vraiment coller ensemble. Un petit peu. Et au final, on a eu totalement l'opposé. Enfin, je comprends pas comment ça a pu être ce mariage d'échecs entre les deux. Mm-hmm. Mais alors, déjà, l'épisode, excuse-moi de te couper, dans la saison 2, réalisé par Robert Rodriguez, qui introduisait Boba Fett, il avait été un petit peu décrié. Mm-hmm. Ouais, complètement. Mais limite, je trouve qu'il était mieux que toute la série derrière qu'on a eu. Il avait au moins le côté un peu Gonzo, Fandard, qu'on n'a pas retrouvé. L'iconisation du personnage. Complètement. On n'a pas non plus trop retrouvé. Et c'est plus le même là d'ailleurs qu'on a vu d'ailleurs. C'est ça qui est assez étrange. Alors on va en parler. Je vais vous poser des questions, mais laissons la pauvre Phobos reprendre le fil de ses pensées. Elle nous disait que c'était pas compliqué de recruter, mais nous on s'est peut-être dit que finalement, c'est pas l'employeur le plus sexy du marché peut-être. Alors je pense que ça reste un employeur un peu sexy, mais effectivement, ce que tu disais, c'est qu'il y avait un problème sur comment est-ce qu'on garde les gens. On imagine qu'il y a des jeux politiques en interne qui font que ça doit être très difficile pour un scénariste ou un réalisateur d'imposer ses propres idées. Visiblement, ça pose problème. Mais il va falloir qu'ils le résolvent, ce problème-là, en interne chez eux, Lucasfilm, parce que je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent continuer en proposant des œuvres. J'embraye très loin dans le futur de ce podcast, mais moi je trouve que il n'y a pas un écart énorme entre moi, ce que je dirais être une série globalement très mauvaise et une réaction, une levée de bouclier qui est énorme. Moi je trouve qu'il y a une impasse. Enfin, les fans sont restés relativement calmes, voire impassibles, voire même très bienveillants envers cette série, alors que je trouve que le niveau de qualité est en dessous de tout ce qu'a pu proposer Star Wars depuis son retour. Vraiment. Moi, je pense que c'est le pire truc que j'ai vu. Les fans sont restés calmes, mais tu vois qu'il y a quand même... Après, il y a peut-être un côté aussi, on s'habitue. Au niveau médiatique et tout, j'ai regardé 2-3 vidéos de journalistes ricains. En fait, ils sont désemparés face au truc. Ils sont en mode, mais je sais pas quoi raconter, en fait. On est effectivement tous assommés, et il faut aussi, parce que j'ai fait un petit peu mes recherches pour ce podcast, mais se dire que sur tout le début de l'année, là, donc avant que d'autres séries arrivent pour le concurrencer, Boba Fett domine la demande... les séries à la demande dans les plateformes de streaming, quoi, devant toutes les autres. Ouais. Mais ça, c'est sûr que tant qu'une série Star Wars sortira, elle sera vue. Ouais, mais donc, qu'il arrive. Mais donc, du coup, en fait, quelque part, cette formule, tu vois, le fait, on en envoie 4 par an avec un budget réduit, moins de talent derrière, peut-être moins de friction artistique ou industrielle. Au final, si ça fait toujours de l'audience, est-ce qu'il va pas avoir cette tentation du côté Star Wars un peu plus cheap, mais un peu plus rassembleur aussi, tu vois. On est d'accord que là, le stade que tu nous sors, c'est depuis le début de l'année. Oui. D'accord. C'est pas depuis le début de Disney+, parce que ça m'aurait vraiment fait mal de savoir que Boba Fett a plus d'audience que Mandalorian, par exemple. Non, mais c'est vraiment spécifiquement là sur le début de l'année 2022. Mais ce qui prouve quand même qu'il y a un appétit pour les gens pour cette série. Par ailleurs, et je trouve par ailleurs, certes les critiques ont parfois été un petit peu hostiles, mais moi je trouve que ça n'a rien à voir avec, par exemple, je sais pas, l'hostilité envers un Solo, envers un Last Jedi, envers même un The Force Awakens. C'est-à-dire, prenez n'importe lequel de vos films ou de votre série Star Wars préférée, j'ai l'impression qu'il y avait plus de gens qui en parlaient en mal
que Book of Boba Fett. Alors après, effectivement, on est tous un peu assommés. Et puis, je veux dire, on vit dans un monde où il y a désormais la guerre aux portes de l'Europe et un Covid qui n'en finit plus. Donc peut-être que les gens ont aussi d'autres choses à foutre que de se plaindre de Star Wars. Et c'est tout à leur honneur. L'attitude qu'évoquait Mais Phobos voilà. a certainement Début de lassitude, peut-être, son rôle à jouer. Ouais. Je pense que c'est pas tenable en fait sur le long terme. Ah ben moi, je d'avoir, pense que je suis très d'accord avec toi, mais je pense que Marvel le fait depuis un certain nombre d'années et je pense que les problèmes de Star Wars sous l'ère un peu où ils en avaient à peu près quelque chose à faire de ce qu'ils envoyaient et où la vie s'était un peu plus serrée, quitte à faire partir des réalisateurs, je pense que cette ère-là est révolue. Je pense que c'est ce que nous dit cette série. Moi, je pensais que, j'embraye sur mon avis, mais je pensais que tout ce qui n'allait pas dans The Mandalorian était un accident par rapport à l'anomalie que c'était. Moi, je pense que c'était pas forcément prévu pour être le phénomène que c'est devenu. Donc je me suis dit, il y a plein de trucs qui vont rattraper en cours de route. Je suis assez Quand on voit The Book of Boba Fett qui embraye derrière, qui a le recul, etc., qui a 2 saisons de The Mandalorian avant et qui font pire, pour moi, c'est plus un bug, c'est une feature, comme on dit. Tu vois. Donc, mais je crois que tu as tout à fait raison dans le sens où ils savaient pas forcément où ils allaient et ils se sont fait kiffer dans le périmètre qu'ils étaient en train de dessiner. Mais ce périmètre est devenu le Star Wars dominant. Bah, oui, bien sûr. Mais ils l'avaient pas prévu. Et si tu veux, ils se retrouvent à dire bon, on a Temuera Morrison, on peut le faire venir, on va le faire en Boba Fett, on va faire un épisode avec lui, etc. Rodriguez qui dit non, mais si vous voulez faire un truc avec Boba Fett, moi je suis chaud. À mon avis, c'est du pragmatisme purement économique en disant bon, on fera une mini-série, on fera qu'une saison et ça va très bien marcher, etc. Tu mets le doigt sur un truc, c'est aussi l'ère où maintenant il faut remplir les plateformes de streaming, peu importe la qualité du contenu en fait. Il faut qu'il y ait du nouveau Star Wars, peu importe la qualité. Et c'était peut-être une manière de gagner du temps pour verrouiller le cast de The Mandalorian tout en lançant les autres projets qu'on a, qu'ils étaient sur le point de lancer en parallèle, les Obi-Wan, et tout plein de choses à côté. C'était, à mon avis, faut pas chercher plus loin en termes à mon avis, il n'y a pas vraiment d'envie. Même de la part de Favreau, se dire bon, on va écrire du Boba Fett. Il a écrit du Boba Fett comme une fanfiction et j'ai beaucoup de respect pour la fanfiction. Mais il faut avoir un minimum d'enjeu, un minimum d'ampleur qu'il n'a pas insufflé au projet, quoi. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas l'impression, quand on a vu la scène post-générique de Mando saison 2, qu'on nous annonçait Boba Fett, histoire de patienter avant Mando saison 3, peut-être un peu plus tard. Vu que la série n'avait pas été annoncée dans ce fameux panel de Investor Day, on était même en droit de se demander si ce n'était pas la saison 3 directement de Mandalorian. Mandalorian. Ouais. Et Ce qui au final est un peu... Finalement, moi je pensais vraiment que presque on en avait fini pour 2 ans avec Mandalorian et que du coup ils mettaient ça histoire d'occuper quand même déjà la place, de faire patienter avant qu'on retrouve le Mandalorian. Et au final c'est pas du tout ça. Enfin, je sais pas, je suis un peu désemparé face à cette stratégie. Et cette post-gène qui est efficace, on va dire. En plus, elle emprunte des codes qui sont, enfin moi qui me parle directement, c'est Jabba qui s'assoit sur un trône en mode badass. Tout ça, c'est très Conan en fait. C'est le Conan de Milius avec Schwarzenegger qui à la fin du film est assis sur son trône en mode le penseur et en gros il a tout conquis. Et tu vois, moi je me dis, moi qui n'apprécie pas Boba Fett plus que ça, je me dis ok, ils tiennent peut-être quelque chose, ils vont nous montrer le Boba Fett qu'on a entreaperçu dans la saison 2 en mode je défouraille tout, j'en ai rien à foutre, je veux tracer mon chemin. Ok, je veux bien. Ce qu'on a vu, c'est un syndicaliste qui essaie de taper aux portes pour dire non, mais on va se faire des bisous entre nous, ça va bien se passer. Donc en fait, ils te promettent quelque chose, ils te tendent des perches et en fait, au bout d'un moment, ils les reprennent. Donc grosse déception aussi, alors que il y avait matière à faire quelque chose. Mais à la limite, pourquoi pas d'avoir un Boba Fett qui d'un coup se soucie de la justice sociale et veut démanteler l'espèce d'enclave capitaliste du coin là, tu vois, genre. Pourquoi pas? Mais c'est même pas ça, c'est ça le problème. Mais c'est ça et beaucoup d'autres choses en fait. Parce que le côté arc de rédemption peut être intéressant. Oui, mais complètement. Mais je pense que n'importe quelle des pistes amorcées dans cette série, parce qu'il y en a énormément, c'est-à-dire le chef de guerre, le parrain de la mafia, le chasseur de primes repenti, l'espèce de guerrier un peu mystique, tout fonctionnait. Mais en fait, au sein d'un épisode, il y a 2 ou 3 facettes de Boba Fett qui sont explorées. Et on donne tellement de perches possibles. Et ça donne un peu l'impression qu'ils n'osent pas choisir, en fait. Mais passons le micro à JB pour qu'on ait un petit peu son avis dans les grandes lignes avant que je vous pose des questions plus précises. Alors, moi, je vous ai trouvé extrêmement gentil avec la série parce que moi, vraiment, j'ai perdu mon temps dessus. J'ai perdu 7 heures de ma vie à regarder cette horreur. Thibaut était un peu en train de dire ce qui, moi, m'a vraiment dérangé, c'est qu'en fait, il raconte tout et rien en même temps avec le personnage. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'arc narratif, il a 5 ou 6 pistes différentes. Et au-delà de l'écriture, au-delà de tout ça, il y a aussi la réalisation et la mise en scène qui est affligeante.
c'était moche, c'était mou. Je me suis vraiment fait chier en fait. Et ça m'emmerde que Star Wars ça devienne ça en fait. Et je pouvais excuser les défauts de Mandalorian saison 2, là j'excuse plus. Là tu vois par exemple Obi-Wan, je sais que je vais pas la regarder. Pour moi ça y est. Les Disney ils ont cassé Star Wars et je ne vais plus aller me pencher vers les produits Star Wars. Dur d'embrayer après ça, mais on ne peut pas forcément donner tort à JB. Tu Donc, continues le montage quand même des Lost Riders. Ouais, mais on va peut-être arrêter là. Ouais, c'est vrai que ça commence à être un petit peu compliqué. Moi, je vous cacherai pas, effectivement, avant de vous poser des questions plus précises, c'est vraiment. Alors, je sais que ça va faire un peu le truc dramatique, mais c'est la première fois depuis Rebels, Star Wars Rebels, donc depuis 2015, que j'ai vraiment ce feeling de ah ok, Star Wars c'est cassé quoi. Il y a un truc qui est. Et vraiment, en regardant cette série, je me suis vraiment dit un truc que je me suis pas dit avant et que beaucoup de gens parodiaient. Tu vois, t'as vu le Star Wars 7, donc ça y est, Disney, ils ont détruit Star Wars. T'as vu Star Wars 8, donc oui. T'as vu Star Wars 9, enfin, tu sais, c'est à peu près tous les ans. Moi, j'avais jamais vraiment ressenti ce truc, même quand ça me plaisait pas. Tu vois, je me disais, bah ok, j'aurais aimé qu'il fasse différemment, qu'il fasse plus entier, qu'il fasse plus comme ça. Mais j'avais pas l'impression qu'on se foutait ouvertement de ma gueule. Là, je trouve que d'un point de vue scénaristique, on se fout de ma gueule. D'un point de vue réel, c'est pas à la hauteur. Et je pense que, et ça c'est inédit, et c'est pour moi le point de non-retour peut-être dont parlait JB, le marqueur le plus fort, c'est sur tout ce qui est design. Sound design, production design, costume design. Je suis désolé de le dire comme ça pour les gens qui travaillent dessus, mais il n'y a pas de talent, quoi. Il n'y a pas d'argent à l'écran. Il y a des gens qui ont travaillé, et j'emprunte, du coup, je me dédouane un peu moi-même, mais j'emprunte des gens qui sont costume designers sur notamment The Last Jedi, etc., qui ont dit sur Twitter on n'avait pas le droit d'utiliser, par exemple, des fermetures éclairs. On voit des fermetures éclairs apparentes dans The Book of Boba Fett. On voit des costumes, des maquillages qui sont pas au niveau. On voit des designs de créatures qui sont vraiment pas terribles. Alors, au-delà de sonner Star Wars ou non, ça c'est toujours une appréciation de chacun, mais moi j'ai vraiment trouvé qu'il y a des moments où c'était vraiment peu inspiré et que j'avais l'impression de voir n'importe quel truc de SF vaguement générique, créature à 4 bras, etc. Les espèces de tatoués, enfin le gang avec leurs membres augmentés, c'était une catastrophe. Et c'est là où moi j'ai vraiment eu un sentiment de dire ah ouais, là on est sur un Star Wars qui a plus le temps, qui a plus de budget, qui a plus d'envie. Et Robin me fait un petit signe. Est-ce que tu as eu ce même sentiment ? Alors, c'était juste sans vouloir faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on n'a pas aussi quand même la première série Star Wars produite vraiment à l'ère Covid et qui a peut-être énormément souffert lors de sa production ? Non, parce que la saison 2 de Mandalorian était en plein Covid aussi, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'ils avaient terminé de la tournée avant les confinements. Je sais pas s'ils avaient tout terminé, mais... Là, Boba Fett, ils ont sans doute quand même dû être en plein Covid pour la tournée. Après, bon, ça n'excuse pas beaucoup de choses, hein, évidemment, mais voilà, je posais la question. On a vu The Batman tourner en plein Covid de A à Z et avec un budget de 150 millions et ça reste plus joli que n'importe quel film Marvel qui est sorti en même temps. Donc, enfin, non, c'est sûr. Forcément, c'est une excuse. Forcément, il faut en parler. On se posait la question sur une autre série avant ça, je ne sais plus. On parlait de Spider-Man No Way Home. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte. Mais à côté, comme tu disais, on voit plein de séries de l'ère Covid qui ont réussi le pari et qui ont quand même énormément de qualité. Il y a un premier truc. Donc quand on s'appelle Star Wars, on peut se dire que quoi qu'il arrive... Je vais faire un parallèle nul, mais je me méfie beaucoup de ces boîtes qui disent oh, on a perdu de l'argent à cause du Covid, mais qui en fait se rendent compte qu'ils font des économies en n'ayant plus de locaux, en n'ayant plus à payer l'électricité pour 50 employés sur place, etc. Enfin, moi je pense qu'à Hollywood, il va avoir un vrai effet comme ça, et notamment il y a d'énormes rumeurs et qui persistent, qui étaient là pendant la diffusion de The Boba Fett et qui reviennent depuis le trailer de Obi-Wan Kenobi, dont on reparlera peut-être brièvement tout à l'heure, de Star Wars qui a décidé, enfin en tout cas Lucasfilm qui a décidé de ne plus forcément employer des gens qui sont syndiqués dans des professions extrêmement organisées à Hollywood, de dire il y a des costumiers qui sont payés tant à l'heure et qui font tel type de travail et qui n'accepteront pas en dessous parce qu'ils fournissent tel type de prestations. Et il paraît que de plus en plus Disney a recours à des professions donc non syndiquées. Et moi, pour comparer un truc que je connais par exemple dans le jeu vidéo, tu peux payer des doubleurs non syndiqués qui vont te prendre beaucoup moins d'argent, qui vont rester beaucoup plus longtemps en cabine, mais la différence de qualité, la différence de connaissance, d'expérience, etc., n'a rien à voir. Donc quand moi je vois apparaître des fermetures éclairs dans un Star Wars, je me dis, bah ouais, effectivement, là, il y a une simplicité qui fait qu'on leur laisse passer aussi parce qu'on est avec des gens qui ne viennent pas faire le même métier, en tout cas pas de la même manière. Je ne dénigre pas spécialement ces gens, j'en veux plus peut-être à Disney de se dire, oh bah si on peut uberiser, freelancer, tout ça, et utiliser peut-être même le Covid en excuse, pourquoi pas ? Mais la qualité s'en ressent.
le trailer d'Obi-Wan Kenobi, je trouve, le montre, et tous les épisodes de The Book of Boba Fett le montrent, et avant ça, certains épisodes de The Mandalorian paraissaient quand même déjà vraiment dépouillés par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Et je parlais de The Batman, qui est filmé avec la même technologie. C'est un film qui est très peu filmé en extérieur, et qui a la même technologie de volume avec des écrans, et on peut penser parfois que c'est filmé dehors. Et moi, j'étais le premier à être choqué de ça. Donc moi, je suis très inquiet par rapport à ça, et je suis très inquiet d'avoir senti ce feeling dans mon petit cœur, de me dire tiens, il y a un truc qui a pété, quoi. C'est vraiment, c'est pas bon, et c'est pas beau, quoi. Parce que tu vois, un film que moi j'aime pas, par exemple, c'est Solo. Il n'empêche que les costumes, que la photo, qu'il y a de l'intention partout, en fait, tu vois, il y a du travail, en tout cas. Si tu compares avec ce qu'on a eu, forcément, on peut, ça permet de revoir à la hausse le oui, mais on a rarement l'habitude, on a fait quand même plus de 40 épisodes de Trider, j'ai jamais entendu quelqu'un dire les effets spéciaux, ils étaient moches, les costumes design, c'était pas trop inspiré, tu vois. Des fois, c'était mieux que d'autres, mais personne s'est dit, quand on a fait un podcast avec 12 personnes sur Star Wars 9, personne, tu vois, les gens disaient parfois, bon, bah, ça aurait pu aller plus loin, Exegol, etc., mais jamais personne s'est dit, on voit pas le pognon à l'écran, quoi. Là, on le voit pas, quoi. Et puis là, il y a un truc aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on est face au premier produit Star Wars qui, en fait, c'est pas ce qu'il veut être. Il n'y a pas de vraie proposition. Parce que tu vois, moi, Solo, j'ai pas aimé, l'épisode 9, j'ai pas aimé, mais les films, ils proposent quelque chose. Tu vois, c'est-à-dire que si t'aimes pas quelque chose parce qu'il y a une vraie proposition, bah, c'est ton choix, c'est un film, tu vois. Là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que, en fait, on n'aime pas parce que ça ne raconte rien, quoi. Et ça, je trouve ça le plus triste, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'était un special qui a été étendu pour remplir 8 semaines ou 7 semaines de Disney+, et pour pouvoir garder des gens plus longtemps. J'aurais préféré que ça soit un truc un peu bas du front, Rodriguez du début à la fin, qui nous fasse un western shaper, même si j'aurais pas aimé, j'aurais préféré, quoi. Non, mais paradoxalement, ouais, on se retrouve à vouloir faire ça. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est une histoire qui n'avait pas nécessité à être racontée, pas forcément, et qui aurait pu être bien racontée, tandis que l'incartade mandaloriane était tout aussi pas nécessaire, mais qui s'est retrouvé, tu vois, à nous faire un petit peu briller les yeux au milieu de cette tempête de merde. Donc oui, petit JB. Ah, moi au contraire, ça m'a pas fait briller les yeux. Ah, j'étais là, je me dit, bah, on me racontait un truc inintéressant, et là, pour essayer de m'accrocher, vous venez me ramener le personnage qui est pas censé être là, pour en plus raconter des trucs qui annulent la fin de la saison d'avant. Je pense que ce que j'ai le moins aimé de la série, c'est Din Djarin. Ouais, bah on va reparler. Je propose qu'on passe sur des sujets en particulier. Alors, je les avais notés dans un certain ordre, mais on a déjà déblayé pas mal de choses, notamment le manque global de qualité sur la réal, et y compris sur des professions, on va dire, plus artisanales, qui finalement ont peut-être souvent rien à voir avec l'écriture ou la réal. C'est-à-dire qu'un beau costume est un beau costume. Bien sûr, tu vas le mettre en valeur différemment, mais c'est vrai que on l'a vu, même avec d'autres exemples comme le maquillage de Cad Bane, qui a refait parler de lui parce que par rapport à Clone Wars, est-ce qu'on reconnaît le même personnage? Alors après, il peut avoir vieilli, je crois que c'est un Douros, le nom de sa race dans l'univers Star Wars, mais bon, bref, peu importe. Je voulais vous lancer sur tout ce qui est le développement du personnage, parce qu'effectivement on a fait des parallèles notamment plus ou moins réussis avec The Last Jedi, où on nous disait oui, mais en fait les gens, vous n'aimez pas The Book of Boba Fett parce que comme vous n'avez pas aimé Luke dans The Last Jedi, parce que c'est un personnage qui change et qui a vécu d'autres choses. Moi je refuse catégoriquement cet argument parce qu'effectivement chaque épisode donne l'impression d'être un nouvel épisode, puisqu'à chaque nouvel épisode on a une autre facette de Boba Fett qui donne l'impression que Jon Favreau ne veut pas, ne sait pas ou ne peut pas écrire Boba Fett dans une direction ou dans une autre. On se pose finalement la question, est-ce que les persos Star Wars peuvent-ils encore évoluer et est-ce que Lucasfilm n'a pas envie, comme Marvel, je suis désolé de taper sur Marvel Studios de manière un petit peu comme ça gratuite, c'est un peu la comparaison du pauvre, mais moi je trouve qu'on ressent beaucoup ça dans les films Marvel, c'est-à-dire que le héros Marvel doit être un peu sur un piédestal, c'est-à-dire qu'il a le droit de vivre une petite aventure le temps d'un film, d'un épisode, d'un crossover, et puis, mais il faut qu'il revienne sur ce qui fait sa force au départ. Il n'a pas vraiment le droit de... Par exemple, Scarlet Witch ne peut pas vraiment devenir un antagoniste. Doctor Strange ne peut pas être 100% mauvais dans sa façon d'utiliser les pouvoirs. Spider-Man, s'il évolue, c'est pour revenir le Spider-Man d'avant. Tu vois, il y a un vrai truc on ne peut pas développer un autre perso en dehors de sa statue. Ça, je trouve que Marvel Studios fait quand même moins de surplace que Star Wars avec ses personnages. Alors là, on s'éloigne un peu peut-être du sujet. Effectivement, mais alors peut-être tu peux me le répondre, mais du coup, je te relance je reprends le sujet, je te lance sur Boba Fett. Du coup, est-ce qu'on comprend les motivations de Boba Fett au visionnage de cette série, et surtout, est-ce qu'on n'est pas juste du père dans cette idée que
je pense tous à cette table, on aurait préféré soit le repenti, soit le chef de guerre, soit le parrain de la pègre. Qu'est-ce que Tandis t'en que là, penses il se prépare sa retraite, quoi, en fait, sur Tatooine. Mais je me permets juste quand je me permets de réagir sur ta comparaison avec Marvel, parce que moi, c'est pas ça que ça me fait penser. C'est aux productions Marvel qui ne sont pas Marvel, donc les productions Sony, où en fait, on a un méchant ou un bad guy, ou une figure qu'on met plutôt du côté maléfique ou au moins neutre, qui donc là est poussé vers le côté non, mais en fait, vous voyez, il est sympa en fait. Hein. Et moi, la figure que j'aurais aimé avoir de Boba Fett, c'était le mec silencieux qui mérite pas de film en fait, qui est dans son coin et il va rester Qui mystérieux. garde son casque. Voilà, il va rester mystérieux et c'est très bien. Manque de bol, ils ont utilisé la même formule pour Mandalorian, du moins pendant une saison, donc ils devaient faire quelque chose de différent. Mais pour moi, Boba Fett, de base, c'est un tocard. C'est-à-dire que, ok, on l'a vu dans Empire Strikes Back où il était derrière Vador, il faisait et il faisait rien d'autre. On l'a vu dans le Retour de Jedi où il s'est pris un coup dans le dos et il s'est fait avaler comme une merde. Et moi qui ai vu les Clone Wars très tardivement, rien ne venait contredire cette vision que j'avais. À savoir, c'est un post-ado qui certes a perdu son papa et qui essaie d'être à la hauteur de lui, mais qui est mauvais. Et qui a tout appris des autres chasseurs de primes. Voilà. Et donc je me disais, il n'y a pas besoin de revenir sur le personnage. Dans la saison 2, ils ont voulu l'iconiser via l'épisode de Rodriguez et finalement, c'était marrant. Est-ce qu'on avait besoin de plus ? Non, ils l'ont fait quand même pour faire ce qu'on a vu et je ne peux pas m'empêcher de trouver ça dommage. N'y avait-il pas déjà une forme de je sais pas, d'aveu de faiblesse, tu vois, moi je me sais que ça m'avait gêné, faut écouter les Manda Lockdown de l'époque, mais cet épisode m'avait gêné parce que il y avait vraiment un côté, il faut rendre Boba Fett aussi cool que le mythe Boba Fett. Ils sont obligés. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas possible. C'est-à-dire que le mythe Boba Fett, en fait, et c'est un truc dans lequel je pense beaucoup de studios, et même je le vois aussi à mon niveau dans le jeu vidéo, un mot très galvaudé, c'est de dire il faut que ça soit iconique. Mais en fait, rien ne peut être iconique. En fait, c'est les gens qui décident, tu vois. Et de la même manière que j'avais fait une petite interview sur Boba Fett avant la série, et en fait, j'avais très très peur de ce qu'ils allaient faire, parce que moi j'étais persuadé que rien ne remplacerait 30 ans d'un secret partagé de Boba Fett sur Ville Sarlacc, tu vois. Et en fait, quand ils l'ont montré exactement comme on l'imaginait, comme Patton Oswalt l'imaginait dans c'est Parks and Recs, JV, ok. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc de dire, ils n'ont pas été chercher plus loin que le bout de leur nez. C'est littéralement une planche de comics, une vanne, un mème. Et tu vois, on revient sur ce côté on n'a pas essayé de faire plus. On a juste essayé d'entretenir ce mythe et quelque part de donner des images pour ceux qui ne seraient pas encore dans ce cercle privé. Moi, je suis pour que de plus en plus de gens soient fans de Star Wars, mais j'ai aussi envie de leur donner une autre manière d'approcher ça, ce que je trouve très réussi par exemple dans Clone Wars ou dans Rebels, ou même dans les nouveaux films, Star Wars 9 y compris, c'est-à-dire il y a des gens qui aiment ces films d'amour parce qu'ils y ont vu quelque chose qu'ils n'avaient pas vu dans les 6 précédents. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a un Boba Fett qu'on n'a pas vu avant. Il y en a 4, 5, 6, puis on revient à l'ancien, puis on repasse à un autre, et c'est très bizarre comme approche, tu vois. Ça donne vraiment l'impression qu'ils n'avaient soit rien à raconter, soit tout à raconter, et qu'ils n'ont pas osé choisir. Et ça aussi, ça fait très peur sur le côté Star Wars est mort. Tu vois, en fait, ouais, vous n'arrivez plus à faire des choix. Vous êtes dans un immobilisme où le moindre risque vous fait peur. Et moi, ça me fait vraiment, c'est ça qui me fait vraiment peur pour continuer dans la métaphore. Ce que tu dis là, ça me fait penser et ça me fait rebondir sur ce que disait Phobos tout à l'heure. C'est peut-être pour ça qu'ils ont du mal à recruter des talents et des vrais noms, parce qu'en fait, je pense que les gens n'ont pas envie d'aller bosser sur Star Wars. Quand tu en tant vois, que créateur, qu'est-ce que tu y trouverais, quoi, ouais, c'est ça. Et puis quand tu vois ce qui s'est passé là sur ces dernières années, quand tu vois ce qui est arrivé à Abrams, quand tu vois ce qui est merde, ton pote. Ryan Johnson. Voilà, Ryan Johnson. Tu vois, quand tu vois comment ces gens-là ont été traités et par le fandom Star Wars. Et aux dernières rumeurs, Patty Jenkins. Dans un micro, c'est mieux, César. Tu as mon micro. Aux dernières rumeurs, Patty Jenkins. Voilà, c'est la même chose. C'est que pourquoi tu irais faire du Star Wars si tu sais que tu vas faire un projet dans lequel tu es vachement bloqué par les exécutifs et par les producteurs, et où après, peu importe ce que tu fais, tu as des fans qui vont te tracher. Quand tu es réel, tu pas envie d'aller faire ça. Et je pense que c'était un truc qu'on disait encore beaucoup à post-Star Wars 9, et je pense que The Mandalorian a été fédérateur. Mais je pense que son côté fédérateur participait aussi, venait aussi du fait qu'il s'était assez naïf, mais je pense qu'on l'avait prédit dès la saison 1 et qu'on l'a redit en saison 2, ce modèle-là ne marcherait qu'un temps.
Et en fait, aujourd'hui, on voit que ne pas prendre de décision finit par éloigner les gens ou désintéresser les gens. C'est pour ça que moi, je suis même choqué qu'il n'y ait pas autant de levées de boucliers et de protestations contre cette série, parce que j'ai vraiment l'impression que tu sers un Star Wars aux gens tièdes en disant on va rester tiède et que c'est la nouvelle formule. Et on sait que Kathleen Kennedy, son contrat a été renouvelé, mais on ne l'entend plus beaucoup parler. Là, les seules fois où on l'entend parler, où on voit le trailer de Obi-Wan Kenobi pour avoir d'autres points de comparaison, on a un manque d'envie qui, je trouve, est assez criant. Et encore une fois, moi j'ai très peur que ce ne soit pas une exception, mais une nouvelle formule, tu vois. Et on l'avait un peu déjà senti cette formule quand on passe de The Mandalorian, dont on n'est pas tout à fait sûr que c'est bien. D'un coup, on en fait 4 spin-offs. Et puis voilà, on envoie un de ces spin-offs et on se rend compte qu'effectivement, ça ne marchera pas sur chacun de ces personnages. Et c'est très dommageable, je pense, pour cette franchise sur le long terme. Comme disait Phobos tout à l'heure, je pense pas que ça leur réussisse. Mais je pense, par contre, il y a aussi eu un changement à la tête de Disney. Peut-être que Robin pourrait nous en parler plus que d'autres, mais le fait qu'on soit passé de Bob Iger à Bob Chapek explique aussi peut-être beaucoup de choses. Alors moi, je veux pas rentrer dans les fanfictions corporate de qui manipule qui, etc. C'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Mais il y a peut-être aussi une idée de, moi j'arrive, je pense que la ligne directrice de Star Wars, ça devrait être ça. Ma chère Kathleen, je vous laisse mettre de comment l'appliquer. The Mandalorian, ça marche, on va cloner The Mandalorian. Je pense que Bob Iger avait évidemment ses défauts et une façon de gérer l'entreprise qui avait ses limites, mais je pense que Bob Iger, c'était un meilleur gestionnaire de The Walt Disney Company, qui avait, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais en gros, il était meilleur à faire avaler les couleuvres, quoi. Et c'est un peu ça, il avait ses qualités, ses défauts, mais il avait une vision. Et donc, même on l'a bien vu quand même, depuis qu'il est arrivé, Bob Iger, la société s'est développée à coup de rachat, effectivement, à coup d'expansion, mais avec quand même la création d'un genre Disney qui a eu ses qualités. Là, aujourd'hui, Bob Chapek, pour l'instant, la vision, on ne la voit pas. Les qualités, c'est la continuité de ce que faisait Bob Iger, mais par contre, les défauts, on les voit, notamment avec les récentes polémiques. Et oui, effectivement, du coup, pourquoi on vous parle de ça et qu'on se permet le petit aparté, c'est aussi parce que faut imaginer que toutes ces choses-là rentrent en considération sur la qualité, le temps et les investissements de manière générale qui sont faits sur une série comme Boba Fett. Mais effectivement, du coup, les motivations de ce personnage sont hyper floues. Je pense que la comparaison avec Luke est un peu usurpé, je pense qu'on peut la comprendre vu que je disais tout à l'heure qu'il se préparait sa retraite et on a vu un Luke justement en marge de la société, sauf que lui il veut plutôt une retraite confortable. Il choisit Tatooine, c'est pas le meilleur des moves. Il y a vraiment un côté très différent dans une idée que Rian Johnson le présente, ce qui était par ailleurs une idée de George Lucas au début, je me permets de le rappeler, mais en ermite, que ça choque les gens, et de dire je ne vais pas choisir ce que va être Boba Fett, donc il va être ces 6 personnes-là, et ensuite personne n'y trouvera son compte. Enfin, tu vois, il y a un truc de... les deux peuvent choquer, mais il y en a un par sa prise de risque et l'autre par sa non-prise de risque. Donc c'est assez mais même, je dirais, le premier, tu vois, en fait, c'est pas ça qui devrait choquer. Faire un choix devrait pas choquer. On aime ou pas le choix, mais je trouve ça plus choquant de ne pas choisir du tout et de donner 4 visions de personnages sans savoir où aller. Alors que Phobos disait tout à l'heure, à raison, que ça aurait pu être intéressant de voir justement un Boba Fett peaceful, tu vois, qui cherche à instaurer un nouvel ordre, choupi, pourquoi pas. Sauf que l'histoire qu'on nous montre au forceps, justement, on nous montre des images qui se suivent et ils te disent non, mais ça raconte une histoire. Et je suis désolé, mais non, ça suffit pas de montrer le show don't tell. D'accord, on est tous d'accord là-dessus, mais il faut un minimum de lion dans tout ça. Et plus le temps passe et plus je déteste cette expression show don't tell de toute façon. Mais en parlant de tel et de ce que nous raconte la série, il y a quand même des moments où Boba Fett dit je vais protéger ma planète, pas de drogue sur ma planète, tout. Mais mec, t'es pas de Tatooine en fait. On t'a vu une fois sur cette putain de planète, dans tout canon confondu, tu vois. Il y a vraiment des trucs très bizarres. Il y a des trucs, il reconnaît le wiki Brad Cranston qui venait des comics Dark Vador, et tu te dis, on comprend pas vraiment s'il le reconnaît ou pas. Il y a vraiment un niveau d'amateurisme qui est permanent. Enfin, d'un point de vue, c'est mon métier maintenant, donc je peux me permettre peut-être de le dire, mais je me dis, j'ai écrit Boba Fett, je peux pas vraiment dire ma planète, quoi. D'où c'est ta planète? C'est parce que t'as passé 10 ans dans le Sarlacc. Enfin, on comprend pas cette obsession. On comprend pas trop. On est antinomique entre le monsieur qui essaie d'instaurer un nouvel ordre gentillet et le mec qui a juste dézingué Bib Fortuna pour s'asseoir sur son trône à la place. Il y a un monde, quoi. Et comme tu l'as dit, ils ont choisi de faire aucun choix, quoi. Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas préféré juste une histoire de vengeance où il va buter tous ceux qui lui ont causé du tort
depuis sa disparition ou avant. C'est quand même pas mal ce qu'annonçait le titre, quand même, non? Bah ouais, je sais Tu pas, vois, ou un presque côté même incarné chaque épisode, une nouvelle planète et soit une nouvelle mission, mais bon, on retomberait encore un peu dans Mandalorian, mais vraiment de la pure Mais vengeance. dans la force aussi du serial, parce que Ouais, là, c'est ça, exactement. nous avoir fait croire qu'il y a un fil rouge alors qu'il n'y en a pas, c'est quand même assez désastreux aussi. Je voulais attirer votre attention, par exemple, sur cette côté double timeline qu'on trouve beaucoup dans les séries ces dernières années, depuis notamment, j'ai un peu l'impression, le succès de Westworld qui fonctionnait sur ce principe. Donc là, l'idée qu'on a des flashbacks explicité à la mort faut que le mec soit dans sa cuve de Bacta pour qu'on comprenne qu'il rêve, et faut qu'il y ait une espèce de photographie verte très douloureux. Ça, c'est très douloureux pour moi, vraiment, d'arriver dans un niveau de didactique à ce point. Je trouve que c'est vraiment terrible. Et encore, t'as pas eu les petits bandeaux qui mettaient il y a 15 ans. Ouais, c'est ça, on n'en est pas loin quand même. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, des flashbacks entourés de sa tribu tuscane qui du coup pointent plus vers un côté Boba repenti finalement? Mais en fait, j'aurais presque trouvé ça plus intéressant de faites-nous un espèce de téléfilm juste sur le passé de Boba Fett, tu vois, genre juste sur cette période-là, et c'est tout, tu vois. Parce que là, en fait, ça essaye de raconter quelque chose, et j'ai vu notamment plusieurs personnes d'origine maori, notamment, qui soulignaient le fait que c'était intéressant d'avoir cet échange de culture, que justement l'acteur lui-même avait beaucoup insufflé des éléments de sa propre culture dans la manière dont il avait me construit le semble que personnage. les gens avec qui il danse à la fin de l'épisode 2, c'est sa tribu, où il y a un truc comme ça, il a fait venir des gens... Peut-être je n'avais pas ce détail en tête, mais sur le bâton notamment qui sculpte, ça fait écho à des vrais éléments. Je vais être positif, mais c'est ma partie préférée de la série. Mais oui, mais en fait, ces passages-là sont pas si ratés que ça. Mais en fait, le problème, c'est comment ça s'insère dans le reste de la série et en quoi ça sert le récit. Tu vois. Mais le bâton est un super bon exemple. Je ne comprends pas pourquoi on a un épisode 2 qui est le meilleur de Steph Green, du coup, qui avait réalisé du Watchmen, du Preacher, etc., qui a peut-être un level de pedigree assez quali, en fait, sur ce niveau de série un peu au budget, etc. Elle vient d'arriver pour Boba Fett ou elle était déjà là pour Non, c'était spécifiquement sur ce premier épisode. Et je trouve que après la douche froide qui avait été le premier, ça m'avait pas mal rassuré, même s'il y avait des choses que je trouvais un petit peu bizarres et un petit peu procédurières dans l'écriture. Voir ce niveau de tout de suite la réal qui était beaucoup plus inspiré, des trucs un peu plus touchants, et vraiment ce côté martial il va forger son bâton avec lequel on l'a vu dans la saison 2. Ça m'avait hypé. J'étais relancé dans la série après un premier épisode qui m'avait fait vraiment du mal. Que ça aurait dû être même le premier épisode. Ça aurait dû être même le premier épisode, mais un truc qu'on pourrait dire ensuite sur les épisodes suivants, jusqu'à ce que The Mandalorian arrive. Sur le 4, sur le... En fait, disons que comment dirais-je, le contexte et l'opening, le grabber, comme on dit aussi dans le milieu, en fait, il est refait à chaque épisode. C'est-à-dire que Boba Fett arrive sur Tatooine, veut reprendre le pouvoir, et il est traumatisé par son passé. Et ce pitch-là, on le fait jusqu'à l'épisode 5. Hein. Si tu regardes bien, tous les épisodes commencent comme ça. C'est pour ça que j'ai que c'est fait néant, en fait. Avec plus ou moins de détails. Mais c'est vrai que l'épisode 2 avait beaucoup de charme par rapport à tout ça, beaucoup de pédigré. Et ce bâton est un super bon exemple. Pour moi, il est assez symptomatique, parce que tu insistes là-dessus sur une transition. Un personnage qui passe du blaster EE13 pour les nerds à son bâton, mais tu le vois dans le présent avec son blaster de chasseur de primes. Et là, pour moi, il y a déjà une négligence de la part de Lucasfilm de dire il n'a plus le bâton, il a le blaster, parce qu'il faut pas il ait pas le blaster de la trilogie originale. Il peut pas avoir un nouveau blaster, il peut pas avoir le bâton, il faut qu'il ait celui de la trilogie. Mais il finit par tuer Cad Bane avec le bâton. Qu'est-ce que ça montre part, et qu'il le fait revenir, et qu'il le fait revenir. En même temps, il sort un rencor de nulle part non plus, tu vois. Donc, si tu veux par là. Il y a vraiment des trucs très bizarres, et je trouve souvent que la série a besoin de show and tell pour faire passer des trucs qui sont assez abominables. Je pense aussi à un truc qui m'a fait péter les plombs, mais que je trouve beau. C'est que j'étais toujours persuadé que le code des Mandaloriens est à l'opposé du code des Jedi, tel qu'il est présenté dans The Mandalorian. Et ils le disent explicitement, tu vois. Et pour moi, au moment où tu dois le dire explicitement, quand Din Djarin dit « Ah, mais en fait, le credo des Jedi, c'est l'opposé des credos des Mandaloriens », t'es en mode « Mais je croyais que c'était le sens de votre série et il fallait pas le dire, tu vois, qu'il fallait monter en épingle jusqu'à un final, justement, Jedi contre Mandaloriens, ou justement une opposition très forte. » La façon dont il le dit fait qu'en fait, du coup, il résout immédiatement un truc que disait JB tout à l'heure, le conflit qu'il y avait à la fin de la saison 2, quand il laissait à un Jedi un autre Jedi. Et là, en fait, quand il formule ça, une fois qu'il formule ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de putain de drama, c'est fini, quoi, en fait. Vous avez niqué le truc.
C'est parce que vous n'aviez plus rien à dire, vous avez dit ce qui est entre les lignes, pas mal. Mais, et effectivement, il fallait que ça reste entre les lignes parce que c'est ça pour moi le sel en fait de The Mandalorian, c'est de se dire ce personnage c'est quelqu'un qui n'est pas de sa famille et qui se rend compte que d'ailleurs sa famille n'a rien à voir avec la sienne et il va devoir choisir. Et en fait, au moment où il formule ça, cette épiphanie ne fonctionne pas, et surtout le fait qu'elle arrive dans ce Book of Boba Fett est une espèce d'aveu un peu bizarre ça arrive là, potentiellement tu l'as loupé, alors que ça me paraît en termes de mythologie, en termes de dramaturgie, ça me paraît énorme. Que quand on avait fini la saison 2 de Mando, on s'était dit on va voir le choix dans The Book of Boba Fett. Mais non, mais jamais, C'est je pense que impossible. personne se disait ça, tu vois, genre, Ça n'a enfin, aucun vraiment sens. quoi, il y a vraiment un gros problème là-dessus, et bon, à la base on est parti du truc à double timeline, mais je trouve que c'est beaucoup d'exemples en fait où dans le passé, le bâton invoque un truc, te dit ce personnage a évolué, il passe d'une arme, un pistolet laser, à une arme civilisée. C'est pas un sabre laser, mais presque. Enfin, je veux dire, dans l'émotion que ça met, le fait qu'il le fabrique, etc., il y a un putain de truc. Il y avait un truc à raconter sur le fait qu'il n'est pas vraiment mandalorien, qu'il trace sa propre voie, etc. Et voilà. Et par ailleurs, on a fait un épisode sur la culture mandalorienne, elle est agglutinante. Ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. Et quand il est rescapé, enfin sauvé par cet Tusken, on peut imaginer que lui, il y trouve une réponse à sa culture mandalorienne. Et c'est ça qui est intéressant, parce que tu peux en faire ce que tu veux. Mais ce qui est terrible, c'est qu'ils n'en font rien, alors qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Non, mais je pense qu'on est nombreux à voir ça, mais à vouloir voir ça, avec les petits indices qu'on a éparpillés, que tu listes plutôt bien. Mais les amateurs de l'or, tous les gratteurs comme nous qui veulent justement essayer de faire du liant, bon, on peut se rassurer en disant ok, bon, il est là, il est mal fait, mais il est là. Par contre, peut-être que, alors je vais être très gentil, mais peut-être qu'ils se sont dit que cette piste-là, elle était trop casse-gueule et que se dit non, on va la fermer tout de suite, on va partir sur du full Mandalorian parce que la série s'appelle comme ça et qu'on va laisser les Jedi dans leur coin, puisque de toute façon, on va pas leur faire dire que Grogu il est mort dans l'épisode pendant la révolte de Ben Solo, etc. On peut envisager plein de choses qui me font dire que là, ce move-là me dérange pas parce que il permet de recentrer un petit peu les choses, et comme on l'a évoqué, on part un petit peu dans tous les sens. Alors, on parlait de Boba Fett, mais si la surcouche du dessus, qui est donc l'aventure de Din Djarin, qui a l'air de vouloir de servir de squelette à ce que veulent faire Star Wars sur la plateforme pour le moment, moi je trouve que c'est pas plus mal au final de se recentrer, quoi. Se recentrer sur Din Djarin ou se Ouais. recentrer... Ouais, ok. Ouais, et du coup de laisser Grogu avec lui, d'en faire un Mandalorien. Mais alors du coup, tour de table, l'intégration à The Mandalorian, oui, non, pourquoi faire et est-ce que l'apparition de Din Djarin, alors César a déjà répondu à cette question, va sauver la série, ou au contraire expliciter les faiblesses des deux séries? Parce que pour moi ça a été vraiment le cas, c'est-à-dire qu'en fait ce que je soupçonnais être intentionnel dans The Mandalorian, mais j'avais quand même envie de leur dire oh, ils sont un peu mignons, ils sont un peu naïfs, ils font leur petit sérieux, ça se trouve ils le font avec le cœur. Non, en fait, j'ai vu que une fois que c'est devenu une formule, c'est plus avec le cœur, en fait, c'est avec le porte-monnaie, et je l'ai vu très clairement, et j'ai été déçu pour The Mandalorian, pour Boba Fett, et donc j'ai été doublement déçu. Je pense que JB, c'était ton cas. Est-ce que vous autres, vous étiez contents de voir Din Djarin dans cet épisode réalisé, du coup à partir de l'épisode 5, réalisé par Bryce Dallas Howard, qui est peut-être le meilleur épisode de la série en termes de réal, qui fait des hommages dans tous les sens, qui nous offre d'ailleurs une nouvelle vision de The Mandalore pour la première fois en live action, donc ça c'est quand même pas rien d'un point de vue mythologique. Et des décors. Et des décors, effectivement. Mais c'est pareil, également aussi des décors très bizarres. Je crois que j'en avais parlé avec JB en sortant de cet épisode. Mais... Ouais, moi, il y a vraiment un truc qui sonne pas Star Wars, on en parlait tout à l'heure, c'est l'espèce de boucherie au début de cet épisode-là. Et ça, tu vois, je pense que c'est imputable au Covid. C'est hyper vaste, c'est hyper large, il y a de la place. Alors que quand tu prends Star Wars, toutes les villes civilisées, dès que c'est urbain, c'est hyper dense. Et là, pour moi, c'était juste un truc, ça sonnait pas Star Wars. Donc, même dans les détails de production value, ils sont ratés. Moi, ça m'a plu justement parce que c'était pas du Star Wars et que, alors, moi, j'avais abandonné avec. Ça, après c'est l'éternel paradoxe, par contre. Bah, oui, non, ce qui mais n'est pas Star Wars Play à certains et pas à d'autres. Mais si tu veux, moi, j'avais abandonné Boba Fett à la fin de l'épisode 3. Je me suis dit non, mais c'est bon, c'est pas la peine de poursuivre. L'épisode 4 est diffusé, je regarde d'autres trucs. Et évidemment, je vois ma timeline Twitter s'emballer pour dire oh, vous avez vu l'épisode 5 ? Il a fallu attendre 3-4 jours pour que je dise bon, ok, on va regarder. Quand j'ai compris qu'il y avait un lien avec Mandalorian, j'ai fait ok, on va jeter un œil. J'étais loin de me douter que le lien était aussi tenu. Enfin, du coup, tu as maté quand même le 4 ? Ouais, j'ai quand même maté le 4. Je me demandais si t'avais sauté complètement mais ça a été douloureux. Et j'ai maté les 5 premières minutes de la fameuse scène dont on vient d'évoquer JB. Et je me suis arrêté pour dire ah, ok, en fait, c'est la suite. Bon, je vais pas pouvoir regarder ça tout seul. Faut que
prévenu de ma femme, qui voudra garder la suite de Mandalorian, qui ne savait pas qu'elle arrivait, quoi. Et en fait, la boucherie, justement, moi ça m'a plu parce que, bon, déjà, il y a la première seconde où en fait on voit Bryce Dallas Howard, en fait, elle a du talent. En fait, elle l'avait déjà montré dans la saison 1, dans la saison 2, et la seule, enfin, le plan où tu as Dean qui transparaît, enfin qui apparaît derrière la plaque transparente. Il y a plus de cinéma dans ce plan-là que dans toute la série. Et donc je me disais voilà, c'est ça qu'on veut. Et bon moi j'ai trouvé l'épisode en lui-même, mais par défaut plus satisfaisant qu'on a vu. Donc en fait, je suis navré j'approuve pas ce système de parasitage d'une série dans l'autre. Mais au moins, ça m'a permis d'avoir un épisode et demi plaisant. Plaisant dans le sens où j'ai vu Je disais tout à l'heure que j'étais un gratteur de lore, j'étais content de voir Ahsoka avec Luke, etc. C'était pas pour ça que j'étais venu. Je trouve ça très discutable. Ils m'ont eu comme ça et surtout ils m'ont dit je serai là pour la saison 3 de Mandalorian et pas parce que je suis un Yankee et que je vais regarder toutes les séries, quoi. Mais tu l'aurais regardé quoi qu'il arrive. Ah non, mais s'il n'y avait pas eu ce buzz autour de Din Djarin, j'aurais pas... Non, mais la saison 3 de The Mandalorian. Oui, ça oui. Donc tu vois, je trouve qu'il y a un côté parasitaire qui est très bizarre et qui, moi, me fait beaucoup penser aussi à ce côté, tu vois, de dire, tu te permets de détruire une histoire pour mettre en valeur l'autre. Et en fait, pour moi, dans Star Wars, tu fais pas ça, quoi. Tu vois, en fait, tu fais pas de crossover parce que c'est pas la nature du truc. Tu le fais en animation quand t'as 5, 10 ans, tu vois, de fans qui regardent le truc qui est mineur, tu vois, Clone Wars, Rebels, tu vois, et tu fais tes crossovers, et tu fais tes trucs, et c'est un truc que Filoni fait très bien. Et je trouve que depuis que c'est devenu en live action, il y a vraiment un côté immédiat qui fait que ça devient effectivement parasitaire pour beaucoup de gens, tu vois, et pour beaucoup de gens qui aimaient pourtant la formule en animé. Et moi, je trouve que c'est très bizarre que tu doives dire à ta femme, viens, on va regarder ces 2 épisodes-là, puis on regardera et après tu peux arrêter. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un côté genre, ok, on est dans une ère, les plateformes de streaming qui nous permettent de pousser un peu le storytelling, la narration de manière originale, et tout ce qu'on trouve à faire, c'est de bousiller une série pour mettre en valeur l'autre. Enfin, je trouve ça terrible. Ça coûte quoi à Disney de faire un épisode surprise de The Mandalorian un mercredi, le buzz, en mode Beyoncé qui sort un nouvel album, quoi. Enfin, je sais pas. Mais moi, cet épisode, je me suis dit non, mais c'est pas le générique de Boba Fett qu'ils vont nous mettre, c'est le générique de Mandalorian. Ils vont en faire un Christmas special parce qu'on n'était pas loin après. Tu dis ça, mais l'épisode 3, l'épisode 4 se terminait quand même avec le thème de Din Djarin. Enfin, on est quand même dans un niveau de reviens la semaine prochaine, s'il te plaît. Bien sûr. Est genre, mais si tu veux, je t'accompagne par la main. On a je te tous fais assisté à dos, une espèce de révolution discutable. On a apparemment la majorité autour de cette table a trouvé ça dommage quelque part, toi, cet aspect parasitaire. Oui, c'est bizarre de trouver ce parasitage bien par rapport au trombo de merde qu'on a eu les 4 épisodes précédents. Ça n'empêche pas que moi, tu me dis maintenant toutes les productions Disney Plus de Star Wars vont s'entremêler et qu'on va voir Ahsoka, on va voir Luke dans Ahsoka. Ça me, j'ai pas envie de ça. J'ai trop peur. J'ai vu Ahsoka avec Luke, j'ai fait donc ils se connaissent, et donc il y a eu un déclic. Je suis obligé de et te j'ai vu, couper. attends, et j'ai vu Marc sur Twitter dire qu'il avait les larmes aux yeux en voyant ce moment. J'ai fait Je vais le dégommer. ok, n'exagérons rien, mais je me dis, ça me met dans un état de, je sais. J'ai factuellement aimé, je peux pas approuver, tu vois, c'est très paradoxal, ouais, comme tu dis. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il y a un mec sur Twitter qui te demande la liste des épisodes à regarder pour suivre une timeline particulière. Ouais, c'est clair, parce que forcément, bah oui, mais ça va arriver ce genre de truc. Mais non, moi, ça me fait super peur. Après, on savait qu'on allait au-devant de ça avec effectivement ce qu'ils avaient annoncé sur les spin-offs de The Mandalorian, mais je ne pensais pas que ça prendrait une forme aussi alambiquée, quoi. Gargantuesque, parce que tu vois, pour moi, tu mettais The Book of Boba Fett par là, Rangers of the Republic par là, Ahsoka par là, et puis après tu disais en fait la prochaine saison en fait c'est juste un épisode, c'est un special, soyez là, c'est le 4 mai sur Disney+. Tu sais, des OP marketing dégueulasses, tu vois, du 4 mai de genre t'as ton truc qui tombe, mais au moins tu sais, t'as une rencontre, t'as un crossover, t'inventes un truc. Là s'il te plaît, ils inventent que dalle. Ils sacrifient 2 séries pour raconter une histoire qui est médiocre. Il y a même un grand remplacement, tu vois, qui est opéré et tu te dis mais enfin après avoir vu l'épisode 5, je voulais toujours pas y croire. Je me disais, mais pourquoi ils ont fait ça? Mais pourquoi? Et tout en me disant, mais bon, j'étais content de voir Din Djarin. Il a défouré avec son sabre noir, c'était cool. On a revu. Mais mec, rien que ça. Putain, le sabre laser noir qui combat son porteur, mais moi, ça me fait péter les plombs, des trucs comme ça, tu vois, genre d'inventer d'un coup, je galère. Mais pourquoi il galère? Pourquoi il n'arrive pas à se dire,
ouais, je veux pas suivre le code. Enfin, il y a un vrai truc. Même lui est atteint de ce syndrome de il ne peut pas choisir. Il ne peut pas choisir. Il faut qu'il reste le père de Grogu. Punto, parce que c'est ça qu'on a vu depuis le premier putain d'épisode de The Mandalorian. Ça y est, je commence à devenir vulgaire et la bière fait son effet. Mais je veux dire, c'est terrible qu'un personnage dont la progression est amorcée dans le dernier épisode de sa saison 2 retrouve les personnages qu'il a quittés et qu'on n'a pas vu de la saison 2 d'ailleurs, il me semble, le forgeron et l'autre... Un petit épisode, je crois, non? Il me semble qu'on les voit pas dans la saison 2, mais je t'avouerai que la mémoire me fait défaut. Mais bref, peu importe, on les revoit, ils sont sur cette station, un peu comme par hasard. Après, bah ça, des fois, voilà, c'est relou d'inventer des excuses. Ils sont là, ok, pourquoi pas. Mais le fait qu'ils lui disent, bah en fait, t'as enlevé ton casque une fois, dégage, et que lui ait le sabre noir, et ils se disent pas, en fait, je suis votre leader, tu vois. Fermez vos gueules. Et en fait, je le réinvente, le Creed. J'en ai rien à taper. Ou qu'ils disent, tu sais quoi, je m'en fous. Ou alors, je te combats même pas, je vais chercher mon fils. Mais choisissez. Est-il père? Est-il le nouveau Mandalore? Est-il un chasseur de primes? Il est encore tout et son contraire. Je me suis fait la même réflexion. Peut-on imaginer que que quelqu'un trancherait la tête d'un innocent pour aller retrouver son fils derrière? J'y arrive pas. Et je le disais dans la saison 1, je l'ai redit dans la saison 2, Din Djarin, c'est un non-personnage. Et cet écart me le prouve encore. Mais je me dis que tu vois, le fait qu'il soit tiraillé entre plusieurs mondes, entre le code Mandalorian tel qu'on l'a enseigné, tel qu'il est vraiment, avec les chemins de traverse type Boba Fett qui mène sa route, et les mêmes routes que peuvent qui peuvent être tracées pour son fils adoptif, tu vois. Je me dis qu'il y a beaucoup de bordel dans sa tête. Il y a une grosse métaphore entre le code Jedi et le code je me dis que en fait c'est peut-être des trucs qui moi j'ai envie de le voir justement choisi entre la côte de maille ou le sabre laser. Ouais, non, ça c'était à péter. Tu vois, mais j'ai envie de le voir prendre une décision, et je me dis que dans la quoi. saison 3 il y a peut-être moyen qu'on le voit faire, on peut dire ok, c'est fini, bon bah c'est moi qui ai le sabre, on va faire les choses à ma manière. May the force be with you, parce que j'en peux plus, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots comme ça. Et moi j'ai très peur qu'on nous dise, jusqu'à ce que, c'est un truc qu'en plus on voit dans les séries bien avant Marvel, bien avant Star Wars, tu sais, le moment de on pourrait changer le statu quo et terminer sur une saison finale de bâtard, mais on a été renouvelé pour 3 saisons, alors on va continuer avec la même merde jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus, et que quand enfin le final arrive, tout le monde s'en fout, tu vois. C'est Vanarchy, c'est à toi que je pense. J'allais dire qu'avec Pedro Pascal, ils peuvent pas le garder éternellement, mais en fait, il apparaît tellement peu souvent qu'ils peuvent trouver un deal pour apparaître de temps en temps. Mec, mais c'est trop bizarre. Enfin, l'apparition de Din Djarin me remet en colère. Mais je repense à ce truc de Ahsoka et de Luke et des Omar qui nous écoutent, mais comment peut-on se satisfaire de ça, quoi? Comment peut-on se satisfaire d'une apparition? Alors, je disais qu'on peut pas iconiser, on peut pas choisir d'iconiser, mais on peut essayer. Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc très bizarre de Yoda, bébé Yoda, c'est une marionnette. Luke, c'est un CGI. Déjà, moi, ça me fait péter les plombs. On est rentré quand même dans une ère complètement dystopique. Et en plus, Ahsoka qui arrive comme ça au bord de l'eau. Oh oui, bah, c'est un Skywalker, hein, ils sont un peu têtus. Eh bordel, c'est une sitcom ou d'où ils se sont rencontrés? Mais regarde, là, j'ai envie de voir leur première rencontre. Tu sais aussi bien que moi que ce truc-là, il a été décidé justement pour caresser tous les fans de Star Wars qui se contentent de la saga Skywalker, des spin-offs en film, des spin-offs en dessin animé ou en série. Tout le monde en a pour son grade. Et du coup, je suis d'accord avec toi, Thibaut. Je me fais l'avocat du diable. Je me dis, regarde, mais regarde, moi mon héros dans mon enfance, c'était Luke Skywalker. C'était pas Han Solo, tu vois, c'était le Jedi, tu vois. Donc à la fin de la saison 2 de Mandalorian, moi j'étais content de le voir, j'y croyais pas, j'ai eu vraiment la larmichette, etc. parce que ça appuyait sur un point sensible. Là, ce qu'ils m'ont donné, c'est ok, je le vois, je suis content, je vois ce que vous voulez faire, vous mettez des briques dans le lore, ça marche pas, je vois ce que vous voulez faire. Mais tu te rends compte le niveau de flemme de refaire l'entraînement de l'Empire contre-attaque? Ouais. Avec, c'est lui qui entraîne le bébé Yoda, mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui... c'est horrible, c'est nul. Et en plus, pour l'abandonner l'épisode suivant, il y a vraiment un truc terrible. Tout en lui faisant en lui prodiguant une éducation absolument pas positive. Et il y a un truc en plus limite qui frôle la Redcoin de The Last Jedi quand ils disent... alors après, on est quelques années avant, bien entendu, mais il y a vraiment un truc très bizarre de dire, voilà... Luke, il applique le code de Jedi à la lettre alors qu'il a rencontré Ahsoka, qui est peut-être la meuf qui l'a jamais appliqué, genre par excellence, et qui dit il va laisser partir ce mec. Mais
Ouais, Là, pour moi, il y a c'est- de la vraie frilosité, tu vois, de dire on va pas assumer le côté réformeur, comment on dit Réformateur, pardon. Réformateur de Luke Skywalker, tu vois. Mais là, c'est de la supposition parce qu'on peut se dire, tu vois, Il y que a non, encore mais du Ahsoka, temps. elle est dans son coin. Moi, Luke, il s'est peut-être fait. Non, je vais. Énorme en termes d'implication mythologique de savoir que à ce point-là, dans la timeline, les deux se connaissent, se sont déjà rencontrés, Bien sûr que c'est etc. énorme. Et on n'en fait rien. Mais C'est on une peut vanne. très bien C'est une se dire que putain de le vanne. Luke qu'on a vu dans Mandalorian, il est pas si éloigné de celui qu'on a vu dans l'épisode 8, dans le sens où il a d'abord tenté de suivre la voie qui était tracée. C'est ce que par je me lui, suis dit. et Pourquoi que lâcherait-il Grogu mais regarde, mais oui, du coup, et c'est complètement malveillant et c'est atroce qui lui fait Mais faire comme finalement, choix. est-ce que c'est pas ça qui va entraîner la chute de Mais l'ordre voilà, c'est- d'être dans ce cadre On est 30 ans tu vois. avant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un côté. Bah ouais, mais dans ces cas-là, pourquoi il porte toujours les mêmes fringues que, tu vois, 5 ans plus tôt aussi, si tu vas par là. Parce qu'ils sont stylés. Voilà la vraie réponse. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté flemmard là-dedans. Et il y avait C'est flemmard. il y avait une opportunité, quitte à ce qu'elle soit douteuse, d'inventer un nouveau Luke et justement de réconcilier les gens qui peut-être se disent oh, The Jedi c'est trop loin, mais en même temps, effectivement, entre le retour de Jedi et The Last Jedi, malgré le fait qu'ils partagent un mot dans le titre, il faut qu'il se passe quelque chose, tu vois. Et ben, pourquoi on pouvait pas le voir faire autre chose? Pourquoi on voulait pas le voir galérer? Et pour moi, quand tu mets Ahsoka, qui est vraiment ce personnage qui est le personnage témoin, qui a passé les flambeaux à toutes les générations, c'est terrible de la voir dire ouais, c'est un Skywalker, elles sont un peu têtues et tout. Ta grande race, ils peuvent pas discuter d'un truc plus sérieux. Il peut pas avoir des doutes, Luc. Elle fait Tu vois, il vraiment peut pas avoir observatrice un de truc. l'éducation nationale pour dire ah, comment elle se monte là à l'école. Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, non, je vais rien dire. Je vais faire une note positive pour Récupérer l'éducation le sabre nationale. laser de Yoda, tu vois, c'est super intéressant. On le voit jamais dans la trilogie originale, tu le vois dans la prélogie, c'est Luke qui l'a, c'est marrant de le savoir. Mais le côté, c'est soit la côte de maille, soit le truc. Je trouve qu'il y a un côté métaphorique qui est mignon, mais qui est ultra didactique. C'est bête comme chou, tu vois. Non, mais Et je c'est ultra malveillant Et surtout. je trouve que ça met Luke dans une position qui est bizarre, qui est pas. Enfin, Non, mais il s'imaginait peut-être en droit de devoir suivre les préceptes, etc. Et donc d'être aussi cash. Et il y a un il s'en début remord- d'amorce il de s'en remord les discussion doigts, avec Ahsoka de est-ce que je devrais suivre, est-ce que je devrais insister. Il y a un truc, mais je trouve ça bizarre que ça soit pas. Enfin, on est à des années-lumière de Yoda qui apparaît dans The Last Jedi et tu lui dis mais tu sais quoi, les livres, on n'en a pas besoin, je te les crame. En fait, c'est pas ça être Jedi, tu vois. Et Sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense qu'on est encore plus véhément, d'autant plus que cette pastille-là, elle intervient après celle de la saison 2, avec on te met un peu Boba Fett, on te met un peu Ahsoka, on te met un petit peu toutes les éléments de lore que les fans qui ont tout vu veulent voir, et on en rajoute un petit peu, et là on te prend 2 éléments de lore séparés, on les met ensemble. Les mecs qui sont derrière se disent pourquoi un ça crossover va forcément faire kiffer des gens, et preuve en est, ça fait kiffer des gens. tu Oui, vois, mais pourquoi un crossover se suffira à lui-même? Je suis désolé, on peut pas attendre parce ça de qu'ils Star Wars. l'annoncent, en fait, ils se sentent tellement powerful qu'ils se disent allez, on va faire une petite scène là. Elle fait quoi, Rosario Dawson? Viens, allez, on va lui faire une petite scénette, ça va être cool, tout le monde va trouver ça génial. Et dans les faits, regarde. Moi, je trouve ça pas génial. Et en plus, je trouve que la mise en scène était vraiment ratée. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas très beau, quoi. Et j'ai trouvé aussi que Ahsoka était out of character quand elle empêche Dean de voir Grogu. Tu sais pas pourquoi. C'est tout à fait pas Genre, elle, ça, tu ouais. as l'impression que c'est un problème de conflit de planning de tournage. En fait, toutes les personnes concernées pouvaient pas être là au même moment, au même endroit. Et je trouve que c'est pas le personnage de Non, de Je vais l'empêcher de donner voir, une quoi. anecdote, mais à l'époque de la saison 2 de The Mandalorian, l'épisode où Ahsoka apparaît s'appelle The Jedi. Mhm. Et t'avais plein de gens qui avaient dit mais gros, t'as fait dire à Ahsoka I am no Jedi. Pourquoi t'appelles ça comme ça? Donc déjà, il y avait un problème, qui de Favreau ou de Filoni avait nommé l'épisode. Et lui, il était là, Après, ouais, il y a mais une ça reste, quand explication même à ça. ça reste quand même un Jedi, Mais après, etc. est-ce que c'était pas finalement ce que croyait être un Jedi de la part du Mando, Voilà, tu vois? c'est Tu peux toujours- C'est un Jedi. les tu gens vas lui voir. disent il y a un Jedi là. Tu donc, peux toujours c'est pas te elle qui se masturber qualifie, intellectuellement tel sur le quel. terme d'un Jedi, etc. Et moi, j'ai trouvé qu'à l'époque, la question était hyper bête. Et que dire ça à Filoni, j'étais en mode, mais qui sait mieux que lui qui est Ahsoka, tu vois? S'il me dit c'est une Jedi, c'est une Jedi, il n'y a pas de problème. Mais en fait, quelques années plus tard, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est pas ce qu'il veut faire de ses persos. Et j'ai vraiment l'impression que du coup, il était entouré d'une writing room de demi-dieux, parce qu'il y a des mecs qui ont créé des moments Ahsoka Dark Maul, Ahsoka Dark Vador, Ahsoka Obi-Wan, Anakin quand ils se quittent à la fin, où les proportions mythologiques et les implications de se dire putain, la prochaine fois qu'ils se revoient, il est Vador, elle a quitté l'ordre, mais les troopers, ils ont repeint son visage sur leurs armures et tout.
J'ai des frissons quand je te dis ça, Ouais, tu vois. ouais. Quand je te dis au bord d'un lac, les mecs ils discutent d'un petit bébé Yoda, j'en ai rien à taper, quoi. C'est vraiment, c'est la fin de mon monde. Mais Vraiment. ce qu'ils ont fait, c'est que ça les s'écroule. gens en parlent et se disent bon bah pour la série Ahsoka, bah voilà, quoi, on a un aperçu de ce qu'elle sera et Du coup, il y aura Luke c'est dans pas la des- série Ahsoka, bah, c'est trop peut-être. bizarre. Non mais c'est pas des storytellers là qui se sont parlé, c'est des marketeurs quoi. Et oui, et n'est-ce pas le problème? Mais moi je suis curieux de savoir que JB, toi qui t'as toujours pas vu t'as pas vu les séries animées toi. Et donc Ahsoka. Oh, le balai qui est total. Hein. Je voulais juste que tu me le confirmes. Mais pour revenir du coup à l'intégration de Mando, si on était encore un peu dans ça, ou est-ce qu'on est toujours dans The Book of Boba Vas-y, Fett en vas-y, fait On a vas-y. oublié que c'était. Bah, pas on fait le série. même aparté qu'ils l'ont fait. hein. Excellent, excellent. Si vous le pardonnez à Euh, eux, vous devez le pardonner à nous. Non, moi je suis assez. C'est aussi toujours paradoxal, mais j'ai beaucoup aimé son arrivée. Effectivement, je trouve que la scène qui fait écho à sa toute première apparition dans la saison 1 avec la porte qui s'ouvre, là c'est un petit peu pareil derrière le rideau. Je trouvais ça quand même très bien fait, assez bien réalisé et on en parlait tout à l'heure, assez iconique. On revient quand même à ce terme, mais et je trouve qu'on retrouve quand même l'écriture de Mando sur lui, c'est toujours un mercenaire. Autant Boba Fett, il voulait pas que ça soit un mercenaire qui tue pour de l'argent. Mando, ça reste, il y va, il a son sabre noir et il a à nouveau cette phrase tu peux me suivre, mais soit je te refroidis, soit tu restes. Mais ça, c'est nul. Mais ça, j'aime bien. Mais ça, c'est nul. Mais non. Il peut pas avoir vécu tout ce qu'il a vécu et redire ça, en fait. Ouais, mais finalement, est-ce qu'à la fin de Mando saison 2, il a fini sa mission, donc qu'est-ce qui lui reste? Enchaîner avec une nouvelle mission, donc il retrouve déprimé son même... dans un bar sans son casque en Mais il mode en fait déprime. j'ai abandonné. Il imagine déprime qu'il total. déprime, effectivement. Ouais, mais il faut montrer, quoi. Et qu'il Ah, mais se pour moi, il cherche, est triste. cherche une voie. Il ouais. Pour est moi, triste la- de faire cette mission. Pour moi, cette scène, elle n'existe que pour créer du buzz. Je vais te le dire de manière assez vulgo, c'est de dire les gens qui lancent l'épisode en disant ah putain encore une 5e merde de Boba Fett. Oh putain c'est le mec qui avec l'armure en argent, j'adore, lui il est trop bien, je me souviens. Et peut-être t'en as rien à foutre. Enfin je veux dire honnêtement le mec tranche des types et tout. Et tu te dis putain mais attends moi je l'ai quitté, le mec il avait la larme à l'œil, il était en mode putain je suis en train d'abandonner un enfant. Peut-être ma vie on m'a menti. Ce code martial c'est de la merde. En gros ma culture c'est des gens belliqueux qui se détestent tous entre eux. Leur monde il est pourri, il est radioactif, il a été baisé par l'Empire. Le mec il est brisé quoi. Ouais, mais Et là, il est en dans le fait, je déni. dis, oh, tiens, je vais découper des types. Mais je sens pas berserk, Mais je moi, le je sens trouve pas, qu'il fait- j'ai besoin de Il fait ce tuer des qu'il a gens. toujours fait, en on fait, s'en il fout. sait rien faire d'autre. Il est toujours dans ce même mode parce qu'il a pas trop, je il trouve a que plus tu leur de. donnes- Il a plus de repères, il C'est sait pas beaucoup, quoi. c'est mettre beaucoup d'intention dans un truc où ça fait maintenant 2 ans qu'ils se foutent grandement de notre gueule. Ouais, je moi pense j'aime qu'on bien peut le dire. Mando, j'aime bien la série. Je trouve qu'il y a beaucoup de qualités. Non, mais je qu'on te retrouve charrie, je te pas. Oui, charrie. je sais. Je me fais moi-même l'avocat du diable. J'ai bien aimé cette introduction. mais je trouve qu'elle est un peu fastoche. Je trouve qu'elle est un peu bien fastoche. sûr. Je suis d'accord. Puis elle a rien à faire là. Quoi qu'il arrive, elle a rien à faire là. Je te lance sur un autre sujet. Par exemple, on en parlait quand on a fait un podcast en live qui était très bien avec toute l'équipe de Bonus Tracks. On avait notre cher ami Sylvestre de chez Première qui disait il y a une vraie une vraie valeur marchande à la nostalgie qui a quelque part dépassé les débats, les frontières, etc., mais qui n'a plus trop de sens. Et pour moi, quand tu fais de la nostalgie sur la menace fantôme, c'est pas juste parce qu'une nouvelle génération est arrivée au pouvoir, parce que Bryce Dallas Howard, elle a pas notre âge, même si elle doit pas être beaucoup plus vieille que nous quand même. Plutôt 40 ans, je crois. Ouais, bon, ça fait quand même un peu plus que nous. Mais bref, je vois vraiment un Star Wars qui dit on a épuisé un stock de références. Par contre, il y avait celui-là où on voulait pas piocher, mais il existe toujours, tu vois. Et bah, c'est vraiment le truc, tu sais, le baril de poudre Acme, tu sais, des trucs Looney Tunes, tu vois. En mode genre, ah, vas-y, on va mettre celui-là, tu vois. Et franchement, quand tu me refais la course de la Bunta et le Naboo Fighter qui a le même bruit d'un pod racer et tout, mais je suis en mode, mais je kiffe, man. Mais quelle insulte Mais en fait, d'avoir craché pendant presque tu 10, viens de presque prendre ma 10 ans place sur la quand prélogie. moi je te parlais d'Ahsoka et Luke, etc. Et en fait, c'est exactement la même chose. En fait, c'est un peu un crachat en disant bon bah là, les 30 dernières minutes de l'épisode. Voilà, on va voir des gens bosser sur un moteur et puis c'est un vaisseau Non, mais que il y vous a un connaissez truc bien. très- On va juste vous ce qu'il met Le en blanc. vaisseau et puis voilà. spatial comme maison, c'est un truc très Star Wars. Mais là, on parle d'un chasseur Naboo, on parle d'un chasseur déjà en plus, on peut pas y habiter. On voit tout venir. Oui, là où il y aura l'astromech, ça serait une petite bulle pour Grogu, c'est ça. Ça a des réacteurs de pod racer, donc ça va faire le bruit, c'est ça. Donc il va se réentraîner exactement là où Anakin est passé, faire les mêmes vrilles au même moment. Et il y a un moment, faut arrêter de me prendre pour un con, parce que où sont passés les gens qui disaient J.J. Abrams, le Faucon Millennium qui refait le même truc, c'est relou. Mais t'as Et kiffé. ça aussi, c'est relou. Mais non, j'ai pas kiffé parce que, en fait, c'est devenu une monnaie d'échange qui est tellement gratos pour eux et tellement facile à prendre pour nous qu'on est là. Ouais, vas-y, on prend la nostalgie. Tu sais. À défaut que ça soit bon. Non, je m'y refuse. Je sais que si je prends ces thunes,
c'est de l'argent sale. Au sens où après, je suis acheté et ils peuvent me servir la même merde. Kenobi arrive. Over and over again. Et c'est la même chose. Ils te mettent Battle of the Heroes et Duel of Fates dans le même trailer et ils te disent vas-y, prends des chills, c'est bon, ça t'aimes ça la prélogie. Et t'es en mode, mais pendant 5 ans, vous nous avez dit, on n'aimait pas, on n'était pas censé aimer, c'était une vanne de parler de clones, on enlevait des trucs à certains endroits, on n'y faisait pas référence. Je trouve qu'il y a une forme de malhonnêteté. Tu veux ramener la prélogie, il faut le faire, mais construis-moi des projets, invente-moi, je sais pas, tu vas pas me raconter une mini-série sur un chasseur Naboo, mais tu vois ce que je veux dire, c'est genre, je sais pas, fais une série sur Padmé quand elle est sénatrice, et une série politique ou sur ça. C'est marrant parce que finalement, je fais à nouveau une petite référence à l'interview qu'on a eue tous les deux, et tu Qu'est-ce m'avais que je disais déjà à l'époque, j'étais un gros con donc à l'époque. Il y a quelques années. Que tu prévoyais qu'après avoir épuisé le stock nostalgie de la trilogie, Putain, je suis un on visionnaire. allait forcément arriver Je suis un au visionnaire. stock nostalgie de la prélogie. Mais bien Et sûr. voilà, nous y sommes. Et on y est, et de la pire des manières, j'ai envie de te dire, tu vois, parce que Moi, je sais pas, j'attends Obi-Wan, on verra. quand t'as rempli la moitié de ton épisode avec les petites connexions avec l'autre série, et puis tu te dis, putain, Brice, on n'a plus rien là par contre. Moi, j'ai plus de rien. Il fait quoi? Il fait son vaisseau? Oh putain, vas-y, on va tartiner. Oh, et il y a le mec là, Space Shipper sur Twitter, et puis son pote, la République, là, lui, ils vont kiffer les trucs là sur les Naboo, les N1, Naboo Fighters, ils vont kiffer. Ils aiment bien les pod racers. Ils ont fait un épisode, j'ai écouté l'épisode de Trider. Vas-y, on va leur mettre. Vas-y, on va faire la vrille, c'est le coup classique et tout. Juste, au bout d'un moment, c'est épuisant. En fait, c'est ce que je pense peut-être certains ressentaient à l'époque de l'épisode 7, même si j'ai l'impression que ça développait un propos, tu vois, l'histoire se répète, tu places des nouveaux persos et tout. Là, tu vois, en fait, là, c'est long pour un impact qui est nul. J'ai remplacé le Razor Crest. Waouh! C'est la déconstruction. On peut en parler du fait que décompression. pour un chasseur de primes, ça n'a pas de sens d'avoir un chasseur en plus. Ça, c'est l'argumentaire des mecs en mode il peut pas prendre les primes vivants, mais il peut les emmener froides, comme disait notre cher Robin tout à l'heure. Non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Non, Regarde, il doit tu prendre vois, des voilà, bains quand même. On le sait hors champ, mais c'est un début Mais alors, d'évolution. du coup, moi, je serais même pas étonné parce que moi, je pensais que le Slave One allait changer de main pour être. ne cite même pas. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a la question du nom, mais je pensais de main de pilote. Je pensais vraiment que Din Djarin allait récupérer le Slave One. Et après la destruction du Razor Crest, je veux dire, je serais pas étonné que dans la saison 3 de The Mandalorian, il ait encore un autre vaisseau. Tu vois, ou qu'il y ait un autre truc comme ça, mais. Ça fera des sets Lego sympas. Ça fait des sets Lego sympas. Le fan de Lego en moi ne peut pas aller à ton encontre, mais. Après, au-delà de Mais il a tout mal ce au qu'il y a cul, le derrière. fan en question, c'est ça quand même. Non, mais je trouve quand même que l'épisode, c'est intéressant de voir cet aspect très technique. On construit un vaisseau. C'est quelque chose qu'on avait rarement vu finalement. On n'avait jamais pris le temps Mais de faire cet aparté, tu vois. Ouais, à part l'épisode 2 de The Mandalorian où son vaisseau se fait désosser, il faut qu'il rachète les pièces au Jawa pour le reconstruire. Il m'a eu. Effectivement. D'ailleurs, il y a une blague de cul sur les Jawa dans cet épisode. Oui, qui c'est sont quand poilus. même à noter. Voilà. Et je crois que c'est une référence à un vieux truc de l'univers étendu, mais à checker. Mais ces trucs-là, je ne dis pas qu'ils ne marchent pas. Je ne dis pas qu'ils sont forcément désagréables à regarder, mais je pense qu'ils tournent en rond et qu'ils vont très vite, à court terme, nous désintéresser de Star Wars. Parce que quand on est à citer un chasseur Naboo, qui était un peu l'objet de mème en mode ah là là, George Lucas, son esthétique c'était comme ça, et là il a fait des chasseurs dorés et tout arrondi, il a rien compris, il a son propre univers, c'est vraiment une grosse demeure. Tu vois, mec, on est où là? Enfin, c'est la foire quoi. Enfin, genre, raconte-moi des histoires bien et après tu pourras peut-être te permettre de faire des rêves. Tu vois, c'est ça que j'ai envie de te dire. Et donc, si ça a amené un nouveau perso, si ça a amené une nouvelle idée, je dis pas. Là, c'est un mec qui commerce avec des Jawa dans un montage avec une petite musique sympa. Enfin, tu sais, c'est terrible. On dirait le moment où ils construisent leur Jaeger dans Pacific Rim 2. Tu sais, en mode, d'un coup, je te tape un délire, il y a la musique du 1 et tout, et t'es en mode, ouais, mais c'est nul depuis 1 heure, en fait. Donc, j'ai pas envie de kiffer, tu vois. Et moi, c'est ça, c'est nul depuis 4 épisodes. J'ai pas envie d'être avec vous dans la célébration de, waouh, c'est génial, j'adore. Donc, non. Et pourtant, c'est plus sympa que ce qui va suivre. Alors, oui, parce que il faut qu'on parle de Cette apothéose. de cette apothéose et aussi du tout ce qui est entre je ne sais même plus où c'est en fait, c'est très flou dans ma mémoire parce que on est quand même dans une série qui essaye un peu à la Solo de tout expliquer. Il faut récupérer le costume, il faut récupérer le Fire Spray, devrais-je dire le Slave One, il faut aller au palais de Jabba. Fire Spray, c'est le nouveau nom du. C'est le Fire Spray, ouais. Ok. C'est le Fire Spray Gunship, donc c'est le titre de ce vaisseau à la base, sa catégorie. Ah, c'est la classe. Effectivement, Ah, la ok. classe de vaisseau. Merci de me préciser le terme technique. Mais
je trouve qu'il y a un côté hyper procédurier là-dedans aussi, quoi. Pourquoi Boba Fett, il est autant attaché à des vieux trucs et pourquoi c'est si long d'aller les chercher? Et j'ai toujours l'impression qu'il y avait même des moments, tu sais, géographiquement, l'attaque du palais de Jabba, tu sais, quand ils sont dans la cuisine et qu'ils se battent avec le petit robot et tout. Putain, c'est vrai qu'il y a ce passage aussi. Mais c'est Cartoon Network, quoi. C'est drôle, quoi. Enfin, non, moi, ça me faisait marrer, mais le ton de la série, il change à chaque. C'était bizarre, quoi, non? C'était sur la checklist, quoi. Filoni et Favreau, il a dit bon, et on a l'armure, on a 2-3 personnages principaux. Ok, bon, bah, il manque quoi, le vaisseau? Bon, on va faire la liaison avec le palais et puis le tour est joué. Mais voilà, 4 épisodes pour faire tout ça. Et demi pour faire tout ça, quoi. Et un final discutable. Le Rancor. Mais ça va jusque-là, en fait, tu vois. Il papouille le Rancor. mais pourquoi pas? Mais pourquoi? Mais pourquoi? En fait, c'est vraiment ça. C'est vrai que la série a un vrai. Il y a un vrai truc bizarre. Il pourrait avoir un lien très fort entre Boba Fett, sa culture mandalorienne, qui a, comme il le rappelle d'ailleurs dans la première saison de The Mandalorian, qui chevauchait les mythosaures et je sais pas quoi, donc le mec pourrait avoir un respect, etc. Mais tu sais, il y a un côté, c'est une vanne, c'est marrant, on se pose pas trop la question de comment il va chevaucher ce truc-là, on se pose pas trop la question de la cruauté animale d'enfermer un truc là, enfin, on est vraiment un truc très bizarre sur, il faut pas qu'on se pose la question. On fait donc, pareil qu'il y a 40 ans. Tout est référencé, tout est blagué, tout est aussi souvent parfois relayé à un autre personnage. Puis t'as Danny Trejo à côté. Danny Trejo, forcément. Je comprends pas pourquoi il est là. Mais je pense même à Fennec, qui est du coup a vraiment un côté ouais, je suis une super assassine de bâtard et tout. En fait, elle fait toute la besogne nulle, tout ce que Boba Fett a pas le temps de faire. Il y a vraiment un truc très bizarre de. Et puis elle est là pour expliquer le plot aussi. Ouais, à fond. C'est dialogue, c'est toujours de l'exposition. À fond. La pauvre. Alors qu'elle s'en sort pas trop mal, Ming-Na Wen, avec ce qu'elle a, franchement. Il y a un sacré Trinity Effect dans cette série. Elle aurait pu faire tout ce qu'elle veut et faire Daimyo elle toute seule. Ouais, complètement. Il y a ça. Mais d'ailleurs, l'épisode de leur rencontre, le flashback qui mène en fait à ce qu'on n'a pas vu dans The Mandalorian. Pas besoin non plus. Pas besoin, inutile, trop long. Et puis c'est. Je suis obligé de parler d'eux, mais. Mais oui, il faut. Ce gang de Vespa là, qui qui a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Je suis pas spécialement contre cette esthétique un peu 50s, etc. Mais je déteste les gens qui l'ont critiqué bêtement et je déteste autant les gens qui ont fait « Ouais, mais Lucas, il est vachement inspiré par les années 50. Vous avez jamais regardé American Graffiti, bande de tocards ?» T'es en mode « Oui, mais si c'est moche. C'est pas parce que c'est référencé que c'est beau, en fait, frérot, tu vois. » Surtout dans Tatooine, des mecs qui sont avec des implants, des petits costards des années 50 en mode gangster et des Vespa. T'es en mode « Mais mec, le sable s'insinue partout, il gratte. Voilà, tu vois, on le déteste. » Le Vespa déteste le sable, tu vois, par définition. Donc en fait, je trouve ça bizarre. C'est ça le titre de l'épisode. Exactement. Non mais il y a un truc trop chelou, même dans leur bionique, tu sais, la gueule du gars qui a une espèce de gros œil et tout. Si tu regardes Fallen Order, qui est revenu récemment sur le devant de la scène, parce que du coup, on voit la base des Inquisiteurs qui est dans Fallen Order, le jeu vidéo, dans le trailer d'Obi-Wan, ils avaient un gang de mercenaires. Je crois que c'est le Axiom Broad, qui sont mécaniques, enfin qui ont des membres mécaniques, des bouts de droïdes, qui se mettent des bouts de droïdes et tout. Mais il y avait vraiment un côté futurisé, très Star Wars dans le design, etc. Et il y avait un côté un peu étrange dans leur design, parce que du coup, des membres très droïdes de combat sur des humains, ça crée un drôle de mélange. Là, le côté, tu sais, les augmentations un peu... plus cyberpunk, c'est en fait. esthétique plus qu'autre chose, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est juste pour. Ça fait très Robert Rodriguez, hein, de toute manière, ça fait très Spice Kid. Enfin. Ouais, c'est ça. On retrouve vraiment son univers, mais je trouve pas que ça marche. Non. Mais qui pense que ça marche? Vraiment. Lui, voilà. Qui pense que c'est une bonne idée? Ça me fait penser, tu vois, cette série, j'ai l'impression que c'est un mélange du modèle Jon Favreau. Mec, je suis obligé de rire, j'en peux plus. Des obsessions Filoni, il est encore un peu dans son truc, et du délire Robert Rodriguez. Et t'as ces trois trucs qui n'arrivent pas à s'emboîter. Qui n'arrivent pas à cohabiter, mais de la même manière qu'on avait déjà parfois l'impression que Favreau et Filoni, c'était pas ça. Donc, quoi, tu rajoutes Rodriguez, et voilà. Ouais, parce que franchement, Rodriguez qui arrive avec Boba Fett qui fait pourquoi vous tapez le monsieur? Ouais, l'eau elle est trop chère. Ok, vous êtes avec moi maintenant. C'est vraiment un côté. Quoi, mais je suis le démo, c'est moi le boss ici. Et t'es en mode genre, frérot, t'es quoi? T'es qui? On sait pas. Il y a un truc trop bizarre. Il trouve 3 gamins dans la rue et il pourrait avoir un truc hyper cynique là-dessus.
En mode, il les achète, il prend les mecs les plus désespérés, ils vont faire de la merde, tu sais, des trucs de gangsters classiques, de genre, tu vas prendre les mecs qui ont faim et qui vont tuer un type alors que lui, il voulait pas le tuer. Tous ces putains de codes de gangsters qui sont cités, jamais utilisés. Je reprends un autre exemple, tu sais, quand le Pike Syndicate, qui est le grand méchant de la série, à un moment, je sais pas si vous vous rappelez, le Pike Syndicate. Et juste, je te coupe parce que en fait, toutes les trucs intéressants, César, tu me coupes tous les pas. trucs qu'on pourrait trouver intéressants graphiquement parlant, bah, c'est pas des créations, c'est des reprises des séries animées en fait, notamment le Pike Syndicate quoi. Bah ouais, complètement. Et puis alors le Pike Syndicate, et puis des trucs complètement évidents, du style le gang de motards qui a tué ses Tusken, et tu sais, Cat Bane quand il lui dit genre ah ouais tu voulais, et tu sais l'autre il est en mode oh non, tu sais c'est vraiment trop ridicule, t'es en mode, mais tu pensais vraiment que, enfin tu vois genre c'est trop bizarre ce côté oui c'était le Pike Syndicate depuis le début, mais alors que le Pike Syndicate on est d'accord que ils sont pas l'antagoniste avant qu'on te dise c'est l'antagoniste. C'est juste le dernier épisode ou l'avant-dernier. C'est quoi. ça, c'est juste des mecs qui font du business ici et un business sale comme Jabba en faisait, comme Boba Fett en fait encore à cette époque-là. Enfin, j'ai Même, vraiment t'as un l'impression problème qu'il y a une- d'échelle, t'as l'impression que tout fait cheap, que lui, eux, du coup, ils sont quoi 5-6 dans le palais, et qu'en face, il y a 3-4 mecs. En termes de Tu dis cheapness, qu'il y a qu'une ville, c'est tu quand comprends même pas tout. Boba Fett qui va à la préfecture seulement le mardi de 10 à 18 et le jeudi de 14 à 16. Parce qu'à chaque fois, c'est je viens voir le maire. Ah, il est pas là. Bon, Non, je non, vais là, le buter. On est dans la réalité de Tatooine, là. C'est gênant quand même. Il y a vraiment des moments genre, je suis désolé là. Franchement, Non, mais je- ça montre que Tatooine c'est l'équivalent de la Creuse pour la galaxie, que forcément tu vois il faut s'adapter aux horaires et il veut devenir le nouveau calife. Bon bah il y a des choses à faire Mec, pour c'est ça. terrible. En vrai, c'est terrible. Mais moi, vraiment, j'avais mal parce que je me disais, mais qu'est-ce qui fait que ça passe un truc comme ça, quoi? En fait, c'est Bah, même pas Tatooine, c'est Quand je vois Mos, comment on fait Mos chier au Eisley. boulot sur certains trucs, je C'est me dis, très putain, petit. il y en a, ils ont la vie fastoche. Hein. Et le mec, il arrive, oh, le maire, il est pas là. Bon, on repassera, allez, à plus. Mais en fait, ça, encore une fois, hein, moi, enfin, la fainéantise de l'écriture, la fainéantise de la direction d'acteur, je reviens sur le gang de motards. Enfin, il y a rien. L'assistant du maire. J'allais L'assistant j'allais du venir maire. à lui aussi. Lui, il est génial. Et encore, je crois que ça. Quand il se Je- rend je- compte qu'il s'est fait vendre. Je vais pas dire que ça fonctionne, mais Ne le dis je pas. pense que le mec est pas dirigé, donc il fait ce qu'il veut, et en fait, il s'en sort peut-être un chouïa mieux que les motards, quoi. Ouais, mais là, on est vraiment le dans la pire, blague. c'est qu'en plus, dans le gang des motards, il y a une nana qu'on voit beaucoup qui a un bras rouge, qui a déjà joué C'est avec le Pedro. perfecto. Oui, qui a le perfecto d'ailleurs, mais quelle angoisse ce costume design. Genre, on dirait moi quand j'avais 15 ans et demi et que j'étais gothique. Et du coup, cette actrice en particulier a déjà joué avec Pedro Pascal dans. Prophète Non, C'est pas prophète. Dans le titre. non, Ok. je crois pas. Et elle sait jouer. Elle sait très bien jouer. Elle sait très bien jouer dans un contexte de SF en plus, parce que c'était déjà un film de SF. Et du coup, la voir là, j'étais là, ah, c'est trop bien, cette petite actrice et tout, elle est pas mal. Et genre, non, c'est désastreux. Et si tu te dis, bah oui, c'est vraiment la direction d'acteur qui est. En tout et pour tout, Qui ils est ont aux dit fraises, fronce les sourcils et soit ni gentille ni méchante, et puis C'est voilà, ça. on va voir ce que ça donne. Prospect, pardon. Prospect. J'étais Voilà. pas loin. Un très bon petit film de Merci. SF avec Pedro Pascal. Et donc cette meuf du gang des bikers qui sait jouer, mais pas ici. J'ai Elle a déjà pas trop- oublié les pas trois grand-chose. autres. En fait, je sais qu'il y a le sous. Il y a Mirshada Ali avec son œil bionique. Oui. Celui qui fait Il y a- la belle roue. Il fait des Il y a petites une pirouettes là. Oui, Ah, pirouette, exactement. Meilleure scène de la série. Incroyable. Là, c'est la Meilleure chorégraphie. scène de la là, série. c'est- Parce Et au que- ralenti, en Mais plus. ça, c'est un autre truc. Mais bon, en vrai, je voulais en parler. Tu sais, quand je disais qu'il y a des gens qui ne levaient pas les boucliers, tu sais, de la même manière que des gens ont défendu le Vespa, il y a aussi des gens qui ont défendu, tu sais, ça roulait en mode genre, ouais, c'est un hommage au truc des tu sais, cinéma hongkongais et tout, qui a inspiré Rodriguez. Et en mode, oui, mais again, si c'est chum, c'est chum, quoi. Si c'est cheap, tu vois. Si c'est hors de propos en termes de tonalité, c'est hors de propos. En fait, quoi. tu prends les Desperados de Robert Rodriguez, il y a que des trucs comme ça. Mais tout le film, il est construit comme ça, donc Oui. ça marche. Ouais. Alors que là, t'as un truc mis dans Star Wars. Mais on va le répéter Et- si vous aimez cette série et que vous l'avez pas compris. Tu me faisais un Boba Fett full gonzo avec Antonio Banderas torché dans une cantina qui tire sur Et des Danny types, Trejo. et Danny Trejo qui est quand même dans la série. Mais voilà, j'étais ok. J'étais en mode ok, défonce-moi la marque Star Wars, mais fais-le jusqu'au bout. Fais-nous Tu une vois, nuit en nous enfer, fais tu pas remplaces les C'est ça. vampires par des Gamoréens. Pike ou- Syndicate. Bah voilà. Non, mais vraiment, il y a un truc très bizarre là-dedans de dire, en fait, le gars ils achètent le côté quelque part un peu on a budget, un peu cheap de Rodriguez qui peut faire des trucs avec peu de moyens, etc.
mais il le laisse pas aller jusqu'au bout. Les premières scènes d'action de l'épisode 1, elles sont affligeantes. Les mecs font des roulades, enfin, Puis ça manque de rythme, de ça volume. manque de D'ailleurs, rythme, c'est ça peut-être, manque d'impact. ça les manque- limites un peu de ce fameux volume où ça manque de perspective, quoi. Ouais, Tu et Là, sens tu vois, pas je la vais pas te vitesse. dire, c'est pas Star Wars donc c'est bien. Non, je vais pas te le dire. Non. Non, mais c'est un petit peu dommage quand on voit effectivement tout ça. De quoi on pourrait parler d'autre? De Cobb Vanth. Oui. Alors effectivement, il n'y a pas que The Mandalorian lui-même qui revienne, il y a aussi toute sa mythologie et donc de Cobb Vanth. Est-ce que tu veux nous parler du retour du tueur le plus stylé de toute la saga Scream? Ah, je l'ai dit, c'est pas vrai, mais en plus, mais voilà. Comment va notre ami Timothy Olyphant? Eh ben, il va toujours très bien. Voilà, il Enfin, est. c'est pas vrai, il finit quand même dans une cuve à Bacta, donc il va pas très, Non, très bien. ok, certes. Non, mais Il va pour avoir une épaule fois, bionique, et puis voilà. pour une fois, le design du perso est correct, franchement, comparé au reste de la perso est série. correct, le mec a une chemise rouge et un jean noir. Juste sort de chez moi, quoi. Mais ça aurait pu être pire quand on voit ce qu'ils ont fait à côté. Ça peut difficilement être pire. Et ouais, non, c'est vraiment le perso qu'on ramène pour 2 scènes et après on le voit plus. Jusqu'à la post-gène, comme ça tu peux faire je des trouve trucs que en c'est mode. énorme Eh, aussi en cette fait, il espèce est de toujours truc vivant. de, tu sais, des gunslingers un peu valeureux en mode il y aura pas de drogue dans mon village. Piou, piou. Ah non, je suis touché. Et c'était vraiment un truc en mode putain, c'est Walker Texas Ranger le truc, alerte Cobra, enfin tu vois, genre qu'est-ce qui se passe quoi, enfin il y a vraiment un truc très bizarre. Et puis tu sais quand ils y vont, ils sont là ouais, ça s'appelle plus Mos Pelgo, c'est Newtown, c'est ça? C'est Freetown. Freedom Town. Ah, C'est j'étais en son mode livre maintenant. J'étais en mode, c'est bizarre, j'avais pas l'impression que c'était quand même un truc. Enfin, quand ça a été introduit dans la saison 2 de The Mandalorian, les gens disaient ah, mais c'est toujours Tatooine, etc. Mais c'était marrant de voir un petit village, le dragon à la dune et tout qui passe dans tout ça. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un truc. Encore une fois, tu cites quelque chose qui a même pas eu le temps d'être culte, en fait, tu vois. Puis cet épisode qui avait quand même plus d'ambition que toute la série de Boba Fett. Ah bah ouais, quand même. Mais c'est vrai que c'est. Non, je sais pas, je trouve ça très bizarre son utilisation. Et puis, Din Djarin, qu'il soit père, qu'il soit mandalorien ou même chasseur de primes, tu te dis, le gars, il va chercher 4 fermiers, 4 ploucs au fond du désert. Ah, les gars, vous pouvez pas m'aider, j'ai un gros coup là et tout. C'est contre la drogue. Ah, ok, nous, on n'aime pas la drogue, on va venir. J'ai été sympa avec vous, Mais soyez sympa avec moi. ils Venez, auraient- on va ils faire auraient- une kermesse ensemble. Ils auraient pu jouer la carte de. Mais Din Djarin, en fait, il l'aime bien, Cobb Vanth. C'est un de ses seuls poteaux des saisons C'est précédentes. c'est 100% ce qu'ils ont joué. Oui, mais pas assez. Enfin, je trouve que c'est. Et après, ils se sont dit, bah, faut aussi refaire revenir Cad Bane. Et Cad Bane, qui normalement, à l'origine, dans la continuité Clone Wars, avant qu'elle soit annulée, rencontrait Boba Fett jeune. Et du coup, devait, je crois, en tout cas avoir un duel et peut-être perdre son duel contre le Boba Fett jeune, qui à l'époque portait l'armure pour la première fois. Et Filoni, tout nerd qu'il est, voulait expliquer pourquoi il y a un impact sur le crâne, sur le casque. Et donc, il y a même les animatiques, vous pouvez trouver ça sur YouTube, de ce duel. Bon, Donc il a en fini fait, par le faire, il mais rejoue autrement, ce quoi. duel de manière différente et de manière assez peu inspirée quand même, je trouve. C'est un des rares trucs que j'aime bien dans la série, c'est ce dialogue où il dit ouais, on est devenu vieux et tout, tu vois. Et j'aime bien ce côté-là. Et je pense que j'aime bien parce que c'est des personnages qui reconnaissent qu'ils ont évolué, tu vois. Et qu'il lui dit ouais, t'as toujours été un mou et tout, tu vois. Enfin, je trouve que c'était sympa. Et pour rester sur ce personnage, vous aimez pas trop alors son look, son design Je trouve un peu. Moi j'ai toujours trouvé son look un peu. J'enfonce le clou, tu vois. Genre, c'est littéralement un cow-boy dans l'espace. Ouais. Mais j'ai trouvé que la façon dont il apparaissait, c'est en mode si tu sais pas qui c'est un peu ridicule. Bah pour le coup, autant je suis d'accord sur le manque total de budget sur toute la série, notamment au niveau des costumes, mais je trouve que son apparition, elle fonctionne quand même. Ce petit mouvement où le chapeau se Je suis lève pas- avant qu'on je- découvre son visage. je suis et pas trouve que sûr. Son maquillage assez réussi. Moi, je trouve pas très réussi parce que je trouve qu'il a. Après, voilà, c'est des personnages qui évoluent aussi dans le temps. Oui, Je et me puis souviens qui qu'à sort de l'époque- l'animation aussi. Et aussi je ça. revois des trucs aussi à la baisse avec le recul. On parlait de ses professions syndiquées tout à l'heure, mais je trouvais cool dans The Mandalorian qu'on voyait des Trandoshan avec d'autres physiques en fait, qui ne ressemblaient pas forcément à Bossk de l'Empire contre-attaque. Je pensais que c'était intentionnel. Je pense aujourd'hui qu'ils n'arrivent pas à reproduire, ces gens n'arrivent pas à reproduire la créature originelle, donc ils ne ressemblent pas à l'original. Quand on voit l'écart dans le trailer de Obi-Wan Kenobi entre le grand inquisiteur de Rebels et le grand inquisiteur Du trailer, ouais. du trailer, je suis désolé, je suis pas à ce point Là, je suis nerd d'accord, pour dire c'est exactement, faudrait qu'il ait les tatouages au même endroit, la même forme du crâne, etc. Peut-être c'est compliqué, mais Enfin, il y a déjà eu plein de deepfakes qui ont envie de corriger le truc et qui rendent déjà il y a eu beaucoup ça, mieux mais que surtout le si tu fais trailer. la liste, il y a
Cad Bane, je trouve que c'est pas réussi. Le Grand Inquisiteur, c'est pas réussi. Et Ahsoka, c'est pas réussi pour moi non plus. Donc il reste Bo-Katan. Bon, avec du bol, elle porte une armure, donc c'est pas trop dur à louper. Il y a encore que certains vont me dire, elle a pas le serre-tête au bon endroit. Mais bon, tu vois. Mais voilà, je ne vais pas jusque là. Mais c'est vrai que quand tu reconnais pas le perso, c'est quand même dommage. En plus, voilà, je suis un grand fan de Jason Isaacs. Bon, voilà, je suis un peu vexé, mais pour le Grand Inquisiteur. Mais là, bon, Cad Bane, j'étais en mode, ok, c'est lui. Il y a pas de doute, tu vois, pas de possible. Mais j'étais en mode, ah ouais. Après, je me suis dit, bah voilà, il peut vieillir, il peut être un peu plus. Il y a ça aussi. Tu vois, avoir des bonnes joues, tranquille, il se laisser aller à la cantina. Ça peut arriver à cet âge-là. Mais. Je sais pas, il y avait même un truc très bizarre dans leur rencontre, dans le fait qu'ils soient introduits d'abord envers Cobb Vanth. Il y a vraiment un côté genre. Et qui lui dit attention, Boba Fett, c'est un tueur sanguinaire. Bob. T'es en mode genre, ouais, ça fait 6 épisodes qu'on le voit et les mecs, c'est un bisounours, tu vois. Mais il y a vraiment un décalage Là, permanent. présentement, il en fait. prend une tisane dans son bureau, donc. Dans sa cuve. Mais n'y a-t-il pas, du coup, dans cet exemple, un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tu vois, de la série d'idées trucs qui n'existent pas à l'écran nulle part, quoi. Tu vois, c'est un tueur sanguinaire. Bah non. Enfin, c'est ma planète. Bah non. Tu vois, Et elle montre des trucs qui sont pas dits, et donc entre les deux, il y a un vide, quoi. Complètement, effectivement. Moi, j'étais assez déçu par tout ça, par Cobb Vanth. Même le fait de revoir, j'ai perdu son nom, mais la petite mécanicienne qui aime bien Grogu et qui fait le fameux Starfighter. Il a l'air un petit peu lourd là. Autant dans Mandalorian ça passait, autant là c'était un petit peu appuyé quand même. Hein. Bah ouais. Mais attends, je repense à un autre exemple. Il y a un moment, il montre les mêmes casques de Stormtrooper sur les mêmes pics pour te faire comprendre qu'on est dans la même timeline. Et là, je disais, oh, les gars, quand même, c'est quand même dur, quoi. Je trouvais vraiment qu'il y avait un côté. En fait, je trouve ça intéressant peut-être d'avoir un truc en parallèle et qui s'amuse. Tu vois, en mode les persos auraient pu se croiser, mais ils ne se sont pas croisés. Mais en fait, ils vont jamais assez loin. C'est-à-dire que c'est pas le concept de la série. Encore une fois, c'est une bonne idée, mais qui est sacrifiée sur l'autel de ça fera plaisir aux gens s'ils reconnaîtront le plan. Mais tu te dis, oui, mais le problème, c'est que The Mandalorian, c'est 2019. Je peux pas être nostalgique d'un truc qui est sorti il y a 2 ans. Je suis désolé, les gars. Enfin, c'est compliqué pour moi, quoi. Mais il pense que si, et encore une fois, force est d'admettre que. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui sont enthousiasmés pour ce plan-là en particulier, mais. Mais d'ailleurs, je trouve ça assez décevant qu'on revoit déjà Mando, Grogu. Enfin, je trouvais ça bien à la fin de la saison 2. Du coup, je reviens un peu sur ça. Mais Grogu du tout et que tu vois. non, mais à la limite, ou qu'on le retrouve dans quelques années. En fait, j'étais content d'avoir cette idée d'une pause. Qu'on ait le temps d'un peu d'oublier les personnages. Et de les faire se développer aussi. Ouais, et de les retrouver plus tard. Alors que là, on est quoi, 1 an après et les retrouvailles sont déjà là, en fait. On a déjà cette conclusion aux séparations qui était assez émouvante de la fin de la saison 2. Je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais non, mais t'as raison. ça arrive trop vite, quoi. Et toute la série et ça. Je voulais embrayer sur et terminer sur un peu la suite, les perspectives qu'on voyait par rapport à cette série, mais aussi aux autres séries, si vous voulez aller plus loin, parce qu'on a déjà pas mal cité le trailer de Obi-Wan Kenobi. Mais qu'est-ce que vous voyez pour la suite ? Est-ce que c'est The Book of Boba Fett Chapter 2 ou est-ce que c'est Poem of Boba Fett. la saison 3 de The Mandalorian je sais pas où vous voyez les choses aller, parce que moi j'avoue je déteste être cynique et nihiliste, mais j'y vois pas beaucoup d'espoir dans tout ce qu'on a. Et toi, contrairement à JB, est-ce que tu veux voir Obi-Wan ou... Moi, je vais regarder, mais j'ai vu dans le trailer tout ce qui me déplaît jusqu'à présent. Moi, quand tu dois montrer Luke, les Inquisiteurs, leur base, et en fait, du coup, faire des captures d'écran sur le trailer pour être intelligent. J'ai joué à Fallen Order, je reconnais la base des Inquisiteurs. J'aime pas trop le maquillage du Grand Inquisiteur. Ouais, Yora Vador. Regarde, Luke, il fait les mêmes mouvements petits que Anakin quand il faisait le podracer. Je pense que quand Star Wars en arrive là et dès le trailer, rappelez-vous du côté secret des trailers de The Force Awakens ou même de Rogue One, etc. Il n'y avait rien qui filtrait. Hein. Ouais, mais tu peux pas comparer. Enfin, on l'a vu avec les trailers de Boba Fett, tu vois. Naze, absolument naze ces trailers-là. Mais je veux dire, là, t'es Obi-Wan. Je pense que tu montres Obi-Wan, tu montres Tatooine, etc. C'est bon, les gens, c'est acté, tu vois, qu'ils viennent. Ils sont venus pour The Book of Boba Fett. Bien sûr qu'ils vont venir pour Ewan McGregor et tout le reste. J'imagine et j'espère qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Boba Fett et qui vont regarder Obi-Wan parce que mais rien ne nous dit qu'il y a une meilleure qualité. Ils ont changé de showrunner, ils ont changé de writer. Ils nous ont dit récemment qu'ils ont voulu des scripts plus lumineux. On sait qu'à la base c'était Dark Maul l'antagoniste, donc ça faisait quand même vachement la redite avec Rebels, et que Filoni lui-même est intervenu pour dire mettez Vador, puis si vous voulez vraiment un autre Jedi, un autre chasseur de Jedi, mettez un grand inquisiteur.
Je trouve que c'est très bizarre que Filoni soit obligé d'intervenir sur une série pour dire moi j'ai déjà fait cet arc. Ils se parlent les mecs, ils ont quoi, c'est quoi le budget en fait, ils ont pas une salle de réunion, Ils se parlent, mais après avoir fait les annonces, c'est ça le problème. Non mais c'est terrible. Enfin moi je trouve que c'est un niveau d'amateurisme qui est assez pas que dans la photo, dans la réal, dans les costumes. Parfois ils me font peur. Honnêtement ils me font peur. Je me dis waouh, ok je comprends qu'eux ils soient occupés sur le Mandalorian verse, appelons-le comme ça. Mais quand même c'est quand même bizarre qu'il y ait personne chez Lucasfilm qui se dise bah ouais désolé le coup de Dark Maul qui revient chasser le jeune Luke ou qui vient chasser Obi-Wan, on l'a déjà fait dans Star Wars Rebels. Et à la rigueur s'il l'avait déjà fait et qu'il voulait le refaire en live action pour un plus large public, d'une certaine manière ça se défend. Mais ce serait déjà un aveu d'échec en disant bah en fait on n'a plus d'autre chose on n'a plus rien à raconter donc on adapte nos propres histoires, ce qui est vraiment un truc très bizarre, tu vois. Et ce qu'il y avait déjà un peu dans l'annonce de Rogue Squadron de Patty Jenkins, de dire c'est pas trop quoi raconter mais elle veut faire un truc d'aviation donc on va adapter la BD connue, tu vois, ou les romans connus. Et moi ça me fait un peu peur pour une galaxie Star Wars qui est immense et où on a à mon avis pas besoin d'adapter, en tout cas pas maintenant. Mais c'est marrant parce qu'on dirait qu'on fait le même constat qu'à l'époque de la post-logie où on se disait ils se parlent pas, il manque quelqu'un à la tête un peu pour chapeauter, pour dire on va dans cette direction, ça a été fait, on fait ça. Il manque une vision d'ensemble en fait. Ouais. Et là quand tu racontes l'anecdote de Filoni qui vient de dire faites pas ça, on l'a déjà fait, je sais pas s'il a dit on l'a déjà fait, mais c'est lui qui a dit bah non, je propose qu'on suggère autre chose. Et j'imagine que vu que lui il l'avait déjà fait et que ça fait tout juste 5 ans que l'épisode a été diffusé, je pense qu'effectivement il avait toutes les envie de raisons revoir le dire. cette scène qui était franchement top. Exactement, tu vois. Ce serait dommage. Après, moi, j'ai jamais vraiment cru en ce projet Obi-Wan. Mais j'étais intéressé par le retour de Boba Fett, j'étais intéressé par The Mandalorian, et force est de constater que ces 3 séries épuisent mon intérêt complet pour non seulement cette partie de l'univers, mais de l'univers en général, parce qu'à côté, j'ai rien à me mettre sous la dent. Ça, c'est un vrai problème aussi que je trouve qui est nouveau avec Star Wars, c'est qu'on pouvait se dire, bon, bah, ce spin-off est pas fait pour moi, mais j'ai bien aimé le précédent, j'aimerais le suivant, et puis de toute façon, il y a une trilogie qui est en chantier. ou Rebels, ou l'animation. Il y a de l'animation, et puis il y a des jeux vidéo qui tabassent, c'est tout, tu vois. Bon, les jeux vidéo, on va peut-être en avoir, il y en a plein qui ont été annoncés, mais... Phobos, toi, Obi-Wan? Bah, je vais regarder parce que j'aime bien le personnage. Après, c'est vrai que le trailer m'a pas. Je suis un peu sceptique. J'ai envie d'y aller encore avec, tu vois, avec de la bonne foi et de me dire, ok, vas-y, allez, je suis open. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Mais c'est vrai que ce qu'on a vu laisse pas présager. D'une super production value et au niveau de l'écriture, ben voilà, c'est savoir qu'ils ont repensé les scripts parce que c'était trop dark. Bon, est-ce qu'ils vont nous faire je pense qu'il s'est un peu passé sur Boba Fett, hein, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un à un moment donné qui a pitché des trucs un peu en mode genre Dark Mafia et tout machin, et que Disney ils ont dit hop attends, là c'est la case Disney plus family friendly, il faut que de 5 ans à 77 ans tu puisses regarder sans que ça pose de problème. Faut qu'on retombe là où on a commencé. Et c'est un vrai truc que, alors Robin n'est pas d'accord avec moi, mais moi que j'ai ressenti devant Vendavision, ou bon après tu vois par exemple Falcon et Winter Soldier, il y a une transmission du bouclier, du personnage, etc. qui évolue. Puis là on fait un petit aparté, mais je trouve que chaque série a son style quand même, tu vois. Oui, là, c'est vrai. Chez Star Wars, on a un peu le même style. Ils ont du mal, mais après c'est vrai qu'on a vu que du Mandalorian mais like. Voilà, okay, donc là, moi j'attends Obi-Wan. Mais Obi-Wan, toujours Tatooine, toujours la même période. Et c'est un peu le problème. Moi j'attends quoi, The Acolyte quoi peut-être. J'attends même peut-être plus Cassian Andor, tu vois, pour le coup, pour le ton, les autres environnements. Mais on voit quand même gros comme une maison sur le trailer de. Il y a un mec qui chasse Obi-Wan, il va devoir quitter la planète pour pas les attirer vers Luke. Saison 1. Enfin, tu vois, moi j'ai un peu l'impression que c'est ça. Et puis tu peux cloner le truc à vitam aeternam. Puis ensuite, quand tu remates Un Nouvel Espoir, te dire ah ouais, il a vécu tout ça pour éloigner les gens de Luke. Et je trouve que c'est bizarre parce que je trouve que c'est vraiment créer des histoires dans des poches qui certes sont larges, hein, c'est plusieurs années, mais je me dis. Je sais pas, il y a un truc assez étrange là-dedans. Il y a aussi ce côté nostalgique de faire revenir Hayden Christensen dans le rôle de Vador, alors qu'on nous montre plutôt le grand inquisiteur et même une nouvelle inquisitrice. Donc il y a vraiment un truc très bizarre. Est-ce que Hayden, c'est pas peut-être quand même pour des flashbacks qui n'ont pas encore été annoncés et qu'on aura un peu du Clone Wars live? Un rematch, hein, ils ont annoncé. Ouais, alors il y a cette histoire du rematch, effectivement. Ouais, ça fait peur quand même. Hein. Non, moi je pense mais moi, qu'on a vu quand même très client. Et des morceaux de l'épisode 1, un peu de l'épisode 2, et qu'ils n'ont pas montré grand-chose à part du sable. Mec, c'est ce qu'on s'est dit que The Book of Boba Fett, et c'est ça qui me rassurait. Et les autres épisodes n'étaient pas mieux, donc malheureusement, j'ai soyons optimistes. Bah non. Non, mais moi je le suis. J'aurais été optimiste après une saison, ou un Book of Boba Fett plus intéressant.
C'est-à-dire pas forcément meilleur, mais plus intéressant, plus consistant. Là, je ne peux pas le dire. Je suis désolé pour les gens qui ont taffé dessus et à qui je manque sans doute de respect en disant ça, mais j'ai pas eu quelque chose d'entier, Non, bien sûr. sans même parler de quelque chose de bon. Après Obi-Wan, ouais, moi je crois que j'ai trop d'affect pour le personnage, mais on se fait piéger. Hein. Chacun Comme en a tous, notre on travers. c'est Moi, ça. tu me mets des rebelles, un petit thème martial, j'y vais. Je Non, mais dégonne moi, du tu mets trooper. Wanda Gregor et Duel of Fate, Et j'y vais. voilà, tu tu vois, chacun. Mais je sais pas, je on pense retombe que dans c'était notre- un des projets quand même que, même si je comprends pas l'intérêt, j'ai quand même le plus envie de le voir, ce projet, que Je crois Boba c'est le cas de Fett. tout le monde. Hein. Moi, je me souviens Euh, d'une émission que vous avez fait à l'époque de Comics Blog avec Alex Lecoq qui disait qu'ils mettent 6 épisodes Salut. où Obi-Wan regarde un feu et je serais content. Non, mais c'est ça. Mais mais- peut-être que c'était ça les premiers scripts, tu vois, c'est ça qui est étrange aussi, tu sais, ce côté, cet aveu de dire on n'a pas osé tu sais, proposer une autre forme de narration, être plus dans l'introspection avec ce personnage qui est en Terrence Malick. souffrance, parce que tu sais, ils nous font un truc en mode ouais, c'est le personnage qui a tout perdu, etc. Mais bah ok, bah alors montrez-moi un truc assez nihiliste, assez fataliste, il y a des choses à raconter, tu vois. Ouais, avec une Même là où je vraie- veux pas un que vrai vous les auteur. racontiez, il y en a quoi. Mais il faut me montrer que vous avez envie de les raconter. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui me montre, c'est que on va plutôt te caresser dans le sens du poil et basta, tu vois. Bref. Est-ce que vous voyez d'autres choses à raconter sur la suite de The Mandalorian / Book of Boba Fett ou est-ce qu'on se dit au revoir sur ces paroles très peu encourageantes? Bah, je sais pas, est-ce que déjà peut-être Boba Fett saison 2 ou pas alors? Bah, Non, techniquement, faut ça n'a non, pas ça été va pas, annoncé. non. Non, mais est-ce que vous avez envie de Bah, après, continuer de suivre le personnage? La série le présente en tant que désormais nouveau chef d'Eimo de Tatooine. On voit que Cobb Vanth est dans sa petite cuve de Bacta, qu'il a un certain nombre d'hommes de main autour de lui. Ça pourrait continuer. On lui souhaite une bonne retraite, paisible, Je en pense tant que aussi, seigneur de ouais. Tatooine, et on verra Cobb Vanth, un moment à popper dans un épisode. Mando saison 3. Puis voilà, Non, mais surtout, mais non. l'issue de The Mandalorian, c'est quand même pour moi Din Djarin qui reprend sa planète, donc il ne le fera pas sans un Boba Fett. à ses Oui, il côtés. viendra lui On va le chercher, ce sera l'inverse. ouais. Bah on ouais. aura un épisode entier où on voit Boba Fett sur sa planète. Ouais, alors non, faut pas faire ça trop souvent. Mais non, moi j'ai bon espoir quand même que le lore mandalorien reprenne un peu le dessus, comme on avait eu une bonne partie de la saison 2 et qu'on voit ce que tu avais commencé à dessiner, Thibaut, un Din Djarin qui évolue en se disant bon bah fuck off, je vais y aller, c'est moi qui ai ce putain de Je sais sabre. pas si vous osez faire ça. Mais, je- J'ai peur que j'ai 40 ans quand il commence à faire ça. En même je serais content qu'il fasse autre chose, à condition d'avoir une envie de raconter quelque chose. Quoi, bon, bah on verra. Mais pour répondre à ta question, Robin, une saison 2 de ça, non, certainement pas. Non, non. Et là, tu me dis, il y a un épisode de Mandalorian au milieu. Ben, je le regarde quand même, mais je regarde pas les autres. C'est la même chose pour toi, Phobos? Ouais, je suis un peu décontenancée après toutes ces saisons. Je vais pas mentir, tu vois. Je pense que je regarderai avec plaisir la suite des aventures de Din Djarin comme César, mais Boba Fett, bon, c'est dommage. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là, il faut mieux arrêter les dégâts là, quoi. Et c'est dommage pour Temuera Morrison. Parce qu'on voit que le personnage lui tient beaucoup à cœur. Mais bon, Il s'éclate, hein, c'est clair. On voyait déjà dans The Mandalorian d'ailleurs. il a la tête de tous les clones, donc on n'est pas à l'abri de le revoir ailleurs dans un autre rôle. Rex ou Dans Cody, Obi-Wan. Il y a déjà des rumeurs là-dessus, mais non, mais c'est vrai que on n'a pas trop parlé de l'interprétation. Moi, je sais pas s'il y avait énormément de choses à dire, mais c'est vrai que lui était dedans. Non, mais moi, je me souvian de The Mandalorian saison 2 qui m'avait plutôt laissé sur ma faim. Et quand j'ai revu le making of qu'ils enchaînent derrière, d'ailleurs, on n'en a pas eu pour Boba Fett, mais voir Morrison sur le tournage à Donf et tout, en train de jouer de la guitare avec Rodriguez et tout, j'étais en mode putain, ce mec, tu sais, quelque part j'étais un peu en mode pour qui je suis, pour bouder mon plaisir, tu vois. Si lui ça lui fait plaisir, ça fait plaisir aux fans, c'est bon. Tu sais, ça m'avait mis en paix, tu vois. Donc la vérité c'est que parfois j'aime plus les making of de Star Wars que les Star Wars eux-mêmes, tu vois. Bon, Et 2 mois plus tard, c'est dit bon, il faut qu'on le fasse cet épisode quand même. Et ça y est, t'es de nouveau rageux. Non, mais rageux, je sais pas. Je suis remonté sur mes grands rancors parce que vous me provoquez un petit peu dans le débat, mais globalement. Parce que la troisième bière est ouverte aussi. Ouais, aussi, mais sinon, je sais pas. Je veux dire, aujourd'hui, cette série, si vous n'aviez pas été nombreux et nombreuses à nous le demander, on n'aurait pas fait de podcast et j'en aurais été, pas du tout attristé, quoi. Pour le Ouais, coup. vous êtes content? En gros, c'est un peu ça qu'il fallait comprendre. Non, mais voilà. Est-ce qu'on se quitte sur ces belles paroles? Vous aviez d'autres choses à rajouter? JB, un petit mot de la fin? Salé, sucré?
optimiste. Non, mais tu l'as dit en fait. Le podcast, on l'a fait uniquement parce que des auditeurs nous l'ont réclamé et en fait, Et aussi parce que d'excellents invités se sont réclamés. On est comme Disney, on donne aux fans ce qu'ils veulent, quoi, quitte à faire de la merde. Ah non, mais il était bien cet épisode. merci. Putain, sympa le mec. Quitte à dire de la merde, voilà. Pardon. Bon, je sais pas si on a dit de la merde. Ça parlé de merde. Ouais, effectivement. Voilà, ça tourne autour du caca. On y arrive. Bon, en tout cas, faites-nous un petit retour sur cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Mettez des petites étoiles sur Apple Podcast. Et puis, je sais pas, parlez-en autour de vous. Même si, effectivement, on n'est plus forcément les premiers sur l'actu, on voulait prendre le temps un petit peu de revenir sur tout ça et nous interroger plus que sur Book of Boba Fett, mais aussi The Mandalorian et la suite des séries Star Wars. On se retrouve je ne sais pas trop quand. Vous pouvez aller vers d'autres horizons avec notre podcast petit frère Len Rider ou passer sur le label Bonus Tracks pour écouter tout un tas de choses. Voilà, il n'y a pas que Star Wars et Warhammer dans la vie, il y a plein de choses. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Que la force soit avec vous. Merci JB, merci César, merci Phobos, merci Robin d'être passé pour cet épisode. Et puis, à bientôt. Bisous. Merci à vous, à bientôt. Ciao. Ciao.